C'est pas parce qu'on a dit tu vas être un futur patron de certaines personnes qui vont trembler. Ils connaissent aussi leur travail. Exactement. Ils ont l'expérience, tu as besoin d'eux. Mhm. Tu vois, donc il y a un élément qui est clair, tu peux être smart, mais sans l'expérience, tu n'es rien. Mais du coup, qu'est-ce que tu dis à un jeune qui n'a pas d'expérience et qui arrive, bon, il a eu un parcours brillant, on va dire, à l'école, on lui a toujours dit, toi, t'es bon, et puis il arrive en entreprise, où là, par définition, il connaît rien. Donc, qu'est-ce que toi, tu lui... Ouais, il ne faut pas faire la grosse tête, parce que ceux qui doivent te donner le savoir, ceux qui ont l'expérience, ils vont te permettre d'avoir l'élément qui te manque, ils vont fermer. Donc, tu dois collaborer avec des gens. Donc, c'est les soft skills, quoi. C'est un peu le truc qu'on dit un peu même nous dans notre accompagnement premium sur la tribu SOA. Au final, la clé, c'est de redévelopper la capacité ce qui t'a fait que tu es un bon élève. C'est que tu as appris à apprendre. Quand tu arrives dans la boîte, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se remettre dans la logique de c'est juste, là, tu n'as pas des cours, c'est un métier que tu apprends, c'est une expérience que tu acquiers. Donc, de la même manière que ton prof te transmet quelque chose, tu essayes d'obtenir de lui la capacité de réussir au contrôle, et tu dois être capable de te dire, tes collègues, le but, c'est d'apprendre de pouvoir travailler ensemble. Shalom. Salam. Okay. Bonsoir à tous. Voilà. Bienvenue. C'est du leader. Quand vous voyez les costumes de ce niveau, vous savez que... C'est du leader de haut niveau qu'on vous a ramené. Wilfried, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te présentes aujourd'hui? Oh, ok. C'est super difficile, hein, parce que j'ai tellement de casquettes. Exactement. Mais bon, écoutez, bon, c'est quelqu'un qui est, c'est un Africain, quelqu'un qui est, voilà, quelqu'un qui aime l'Afrique, qui veut voir l'Afrique aller de l'avant, mais surtout porté par des talents africains, des personnes qui se challenge et qui se mettent à des standards internationaux. Voilà, je peux dire ça comme ça. Ok, voilà. ok. On peut rajouter peut-être professionnel aussi. Oui. Parce que bon, il y a toute une expérience cross-industrie et tout. Et puis, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Ça, c'est la présentation, on va dire simple, tu vois, humble de l'homme Wilfried Assis, mais tu es très connu sur les réseaux. Ouais. À quel titre? Oui, en tant que mentor. Déjà. En tant que fondateur aussi de Mentor Afro. Exactement. Bon, ça qui a été tiré aussi par la carrière, par qui je suis, par le contenu que je partage, depuis quoi, 2015. Depuis 2015, tu partages. Ouais. Est-ce que tu peux décrire en 2 phrases ta carrière pour les gens? Parce que je sais que là, on est dans le Leader Center Africa. Il faut que les gens sachent que tu es quand même quelqu'un qui a gravi les échelons. Moi, la telle que je peux faire de Wilfried, c'est que quand je t'ai connu, tu étais déjà un C-suite exécutif habitué à être dans les comités exécutifs. Mais tu m'as tout de suite dit, non, mais moi, attention, je suis pas comme tout le monde là. Moi, j'ai commencé tout en bas. C'est ça. Je me suis formé à chaque étape. T'as payé pour te former, t'as fait l'effort, t'as changé de boîte de multiples fois, t'as fait des pays différents. Donc, je te laisse pour quelques mots pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir ton LinkedIn gigantesque, de savoir qu'est-ce que Kexi dirait sur toi. D'accord, merci Moulay. Je t'en prie. Puis merci Kaï, moi je suis content de vous retrouver. Pareil. Écoutez, bon, je vais essayer en quelques mots en tout cas. Mais bon, écoutez, donc moi déjà je suis diplômé de l'ESCA, donc de l'Institut National Polytechnique, comme pas mal de personnes, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest. Bien positionné à des niveaux de dirigeants, ministres et tout ça. Donc, une école hyper compétitive. Donc, là-bas, déjà, on t'apprend à rêver. Hein. Voilà, ça, oui, c'est l'excellence, c'est super, c'est les classes prépa. Après, c'est sur base de concours que tu rentres à l'ESCA et puis après, il faut maintenir un niveau d'excellence avant de terminer. Donc, vous savez que dans ce programme, en fait, vous êtes sélectionné toute la classe. Hein, vous partez en Angleterre pour un programme d'échange. D'accord. Vous faites un peu plus anglais et tout, et bien avant de revenir. Ok. Voilà, et c'était déjà à Brighton ou... À Brighton, ouais. Tu connais, Kaï? J'ai quelques anciens de chez Totem. Ah ouais? Ouais, ok, super. Donc c'est connu, c'est un chemin connu. Sûrement un aîné ou quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, donc, en fait, la chose qui est drôle, c'est que tout ce qui est BPC, bac, bon, en anglais, dès que tu parles, on te dit, ah non, monsieur, rentrez chez vous, et puis c'est un 18/20. Donc, bon, tu te dis, tu es bilingue. Tu dis, tu es chaud. Tu es chaud. Et donc, quand tu te retrouves en Angleterre, tu vois, dans la famille d'accueil, tu as la fille ou la dame, quand elle parle, tu dis, tu vois que l'accent n'est pas visuel. Tu es pas là. Tu dis, attends, écoute, je suis quelqu'un qui a une ambition, il veut avoir une carrière internationale. Il y a un sujet de développement ici. Donc, du coup, on revient avec les amis, moi, je retourne. Tu es retourné? Ouais, c'est bon. En fait, j'ai mon père aussi qui vit depuis 30 ans. Qui vivait où? À Londres. À Londres? Je regarde le short East Central, carrément vers Hackney et tout. Ok. Donc, du coup, je retourne.
Tu vois, cette fois-ci pas à Brighton, mais à Londres. Donc, je fais des cours de langue encore. Ah ouais. Ouais, je fais des cours de langue pendant 3 années. Il savait ce qu'il voulait, carrière internationale. Ça, c'est déjà une différence. Pourquoi tu voulais une carrière internationale? Parce que, attention, bien sûr, l'INP, tout ça, c'est déjà, on va dire, des gens qui ont un minimum d'ambition qui y sont. Ouais. Mais tous tes collègues, combien de tes collègues sont retournés après travailler leur anglais? Pas vraiment. Non. Quasiment personne. Je suis le seul qui a fait ce move-là, qui est retourné. Ouais, bon, l'ambition, pour moi, est brûlée. Et ça vient un peu de ce que je prêche, hein. Que je parle de mentorat, c'est de là ça vient. C'est que déjà, depuis peut-être la classe de 6e, tu as, par exemple, ton devancier, donc ton grand frère, et lui, ses amis, c'est des gens qui, voilà, à qui tu parles, avec qui tu passes du temps, et que ils te font rêver. Exactement. Ils te font rêver, donc tu as de l'inspiration, tu as des gens qui sont dans de grosses entreprises, en train de voyager tout le temps, tout ça, tu regardes. Donc tu as un référentiel en termes de ce à quoi tu veux ressembler. Je me rappelle, il y en a un qui m'a dit un jour, il dit, mais toi, il faut penser à ça, hein, plus tard, tu dois être quelqu'un qui gère une région, tu es ici, au Burkina et tout ça. Et j'étais en classe de 6e. En 6e, donc tu veux dire qu'il y a quand même un réseau qui s'est créé dès le début, qui t'a donné cette ambition, qui t'a permis d'avoir l'ambition. C'est ça. Donc des rôles modèles, tu vois. Ouais. Donc ça brûle un moment et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que je retourne et puis je fais les cours de langue. Je me rappelle encore des amis de classe qui me disaient, mais attends, écoute, toi tu vas à l'école encore? Ah oui, mais non, on est chez Orange, on est chez toi. Ah, parce qu'ils avaient déjà commencé à bosser, du coup. Quand toi, t'es retourné faire des cours de langue, tout le monde avait commencé à bosser. C'est ça. Ah, ça, il faut le dire, c'est un coup. Quand les gens te voient ta carrière après, ils savent pas que t'as pris un pas en arrière par rapport aux autres. J'ai pris un pas en arrière parce que l'ambition, elle est très grande. Je fais des boulots étudiants, tout ça. Je fais tout ça. Boulot étudiant. Donc là, on me dit, mais attends, j'arrête. Et puis, j'ai même été volontaire aussi chez Oxfam. Donc, je partais dans le magasin. T'as plein de gens qui me disent, mais écoute, toi, tu viens ici, tu fais du volontariat. Tu dis, mais écoute, je veux passer du temps avec des British. C'est ça, je veux pratiquer la langue. Donc, vous autres, là, on va se voir. Devant. Voilà, on va venir à l'aéroport, encore, on va à Abidjan. Et puis, c'est tout, tu vois. Donc, bon, écoute, beaucoup de sacrifices dedans. Et puis, au moment où je passe le IELTS, un peu comme le TOEFL, je fais un autre diplôme, là, voilà. Là, que Unilever lance son programme Jeunes Talents. Le groupe Unilever. Voilà, un programme Jeunes Talents africains et tout ça. Donc, je vais à Abidjan, je passe les tests. Et puis, bon, écoute, je suis appelé. On m'a dit, bon, écoute, des tests hyper compliqués. Et là, je vous parle de 2009. 2009, hein. 2009. Donc là, tu rentres par le concours Unilever. C'est là où tu commences, concours Jeunes Talents. Ouais, concours Jeunes Talents. On était 30 000 à postuler. On a été 37. Ouais. En Afrique, vous êtes combien? 30 000. Et sur combien t'es 37. 37 sur 30 000. Ouais, ça, c'est une stat. Patate. Ouais, c'est pas la blague. Et tu vois, des entretiens hyper corsés. Je t'ai dit, en 2009, la dernière étape, on vous met dans un hôtel, vous savez même pas où vous partez, c'est pourquoi. Vous pensez que, bon, écoute, le truc est réussi parce que vous avez passé l'étape de cabinet, de manager au niveau de la boîte. Donc, le matin, on vous tend des name cards et tout, enfin, des badges avec un classeur. On se dit, c'est quoi le truc? On est dans une salle au plateau. On dit, c'est la dernière journée. Et tu vois, tu rentres dans une salle avec des caméras. Wow. C'est quoi le truc? En 2009. Et tu sais rien. Oui, il y a des caméras en 2009. Donc, selfie, tu vois, ces trucs-là sont pas très dans les mœurs et tout. Et on vous se met à des études de cas. En groupe, seul. Et c'est des cas vécus en entreprise. On regarde vos réactions. On filme tout. On regarde vos gestes, votre body language. La gestion du stress. Non, attends, ça n'a rien à voir avec un entretien normal pour un poste. Comme quoi? Tu vois? Quand on dit il faut investir dans la sélection, des jeunes, là, Unilever, à l'époque, ils t'ont montré un truc, en fait. Donc, ils l'ont fait, tu vois. Donc, après, on a réussi le programme. Donc, Day one, le premier jour, tu as une marque. Et tu arrives dans un environnement, on dit, bon, 3 ans, vous êtes censé passer manager. Pour le 9 mois, 6 mois, vous avez un plan de développement qui est clair. Vous travaillez sur certains projets. Chaque projet, on est clair de la compétence que ça développe chez vous. C'est très calibré. Et puis, dans cet environnement, il y a des gens qui sont là, qui sont seniors. Qui vous voient arriver. À qui on a dit, les jeunes là, c'est vos futurs patrons. Et on t'a fait rentrer comme ça. Ouais. Non, on était 37 dans tous les pays, on était. Donc, les gens de Malawi, Ouganda, Ghana, Côte d'Ivoire. Ah, c'était toute l'Afrique, en fait, 37 ou 30 000. Ouais, dispatchés sur toute l'Afrique. Et donc, un environnement hyper hostile. Et là, en fait, mon message, c'est simple. C'est que d'abord, on n'est pas recruté pour une question de t'as fait telle école ou bien t'as eu telle note. Ça n'a rien à voir. C'est que c'est sur la base de soft skills. Ils ont pu déceler en nous, en fait, tu vois, le talent, tu vois, certains soft skills, ils ont vu qu'ils pouvaient parfaire, ils pouvaient sharpen, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on est pris. Et puis bon, quand tu te retrouves dans un camp comme ça, je me rappelle, il y a une dame qui était à la vente. Moi, j'étais sur un détergent. J'avais besoin de chiffres. Je viens de dire, bonjour et tout. Je mets son nom. Non, je lui parle même. Je dis, mais écoute, j'ai besoin de chiffres et tout ça. Elle me regarde et elle continue son boulot.
Elle te répond même pas. C'est quoi ce truc? En même temps, je commence à percuter dessus. Je me dis non. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut se comporter de la sorte? C'est parce que on leur a dit que, écoute, nous, on vient être leur patron. Et donc, tu me vois vraiment à l'africaine. Et là, c'est important de comprendre un peu les codes, de comment prendre les gens et tout ça. Je lui dis, mais écoute, je suis un petit frère, je viens d'arriver et tout ça. Si tu me donnes pas les chiffres, bon, moi, je suis rien. On a besoin de vous pour avancer et tout ça. Tu vois? Et on me dit, mais tu as la chance. Assieds-toi. C'est là qu'elle me donne les chiffres pour avancer. Donc, je comprends le code. Je comprends déjà le système. Je comprends que non. Les gens se disent, c'est des jeunes à qui on a dit, ils sont bons, ils sont excellents. Ils vont être des patrons bientôt. Et puis, tu vois, quand le CEO même, il vient, il est un temps avec vous, hein. Ah vous avez un mentor, vous avez un coach. Moi, mon mentor, c'est le PDG. Sérieux? Ouais, donc t'es débutant en carrière, mais tu parles à quelqu'un d'hyper senior qui, lui, t'ouvre l'esprit, te challenge sur des trucs. Donc, c'est un pont, hein. Donc, en termes de visibilité aussi, sans blague. Vous voyez que c'est pas la même. Et donc, comme c'est comme ça, bon, faut savoir naviguer avec les autres collègues, hein, les managers qui sont là. Bon, écoutez, donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé rapidement. Et puis après 2 ans, je suis qualifié pour une expérience internationale. Ok. Mais juste, si vous voulez bien, on peut déjà faire une pause sur ce passage-là. Parce que sur le fait d'évoluer en milieu hostile, c'est-à-dire, d'un côté, il y a l'entreprise qui choisit d'être transparent. Ils disent, ceux-là, ils sont bons. Ils vont être vos patrons. Et de l'autre côté, il y a les conséquences derrière, où il y a des gens qui le prennent plutôt mal. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que ça veut dire que on peut quand même évoluer en équipe, même si on est concurrent dans une entreprise, même si on sait que voilà, la seule politesse qui existe, c'est la politesse, on va dire, minimale, parce que voilà, on est des êtres humains et puis on est un minimum bien élevé. Mais au fond d'eux, les gens, voilà, ils espèrent que tu te plantes, enfin, il y a une peur, etc. Alors qu'on entend tous ces discours, on va dire qu'il faut qu'il y ait un esprit de cohésion, culture, etc. Et donc, ça me fait beaucoup penser à ce que tu décris là, aux conditions que les grands coachs créent dans les équipes de foot, où on sait que on est 20 joueurs, mais il y a une place que pour 11 joueurs, et le meilleur jouera. Et si tu joues mal, la fois d'après, tu descends. Et le plus jeune qu'on vient de recruter, certes, quand il arrive, tout le monde l'accueille, mais lui, tu sais que son ambition, c'est de te mettre sur le banc. Sur le banc. Mais simple. en entreprise, je me suis toujours dit que c'était plus délicat parce que voilà, au nom de la bonne ambiance, etc. Donc, comment est-ce que tu as vécu ça? Et en plus, toi, tu étais très jeune. Tu avais quel âge à cet âge? 2009. Là, moi, j'en ai 41. 2009, et je trouve que c'est très formateur d'être confronté, ans, je pense. d'être confronté à ça très vite, parce que nous, quand on parle de culture d'entreprise, bon, on sait que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on en pense, mais souvent en Afrique, on arrive très très vite à la conclusion, nous, la culture, c'est on est une famille. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Regarde. No, I'm sorry. I'm sorry. Tu vois, mon gars. The company is a business. No, voilà. We're not a family. We are colleagues. Je le dis, je le redis, on n'a pas une famille. S'il y a un tu problème. l'as appris très tôt, ça. Ouais, très tôt. Ouais. Tout le monde chacun va chercher à sauver sa tête. On n'est pas, non, s'il y a un problème. Ça, c'est clair. Mais par contre, on doit travailler ensemble, on doit s'entendre, on doit aller vers le même objectif, tu vois. Il y a un end goal, en fait, auquel il faut adhérer. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est cette capacité à naviguer, tu vois, avec du plus du moins, mais bon, et puis continuer d'avancer. Donc, peut-être pour revenir sur ce que tu disais, comment j'ai vécu ce truc. Oui, c'est clair, c'est que tu dois, en tant que talent, savoir naviguer dans cet environnement. Tu vois, et tu l'as dit. Donc, plutôt, ceux qui n'ont pas pu tenir, je crois qu'on a fini le programme à 13 à la fin. Les gens qui ont été nommés aujourd'hui. Donc, il y en avait 37 sur 30 000 qui ont été sélectionnés, mais il y en a 13 qui ont fini le programme sur 3 ans. Programme, manager, et puis après, il y a d'autres qui ont évolué. Il y en a plein aujourd'hui. Le DG du Nigeria chez Unilever, c'est mon promotionnaire. Enfin, il y en a plein qui sont déjà aujourd'hui. D'autres qui sont à l'ailleurs, ils sont dans d'autres entreprises. Ouais, super. Mais cette sélection était indispensable pour tenir l'environnement dont il parle. On face aux anciens. Et puis tu dois naviguer. Donc. Mais ces programmes-là, alors une question que tout le monde va se poser, je suis sûr qu'ils nous écoutent, c'est est-ce que des programmes comme ça existent encore? Bon. Parce que j'ai l'impression que c'est rare maintenant les boîtes qui investissent autant dans les talents locaux. Oui, tu es en train de toucher à un point dont je voulais parler aussi. C'est Vas-y. Il y a des business qu'on appelle Academy Business. Harvard a fait une étude, ils ont monté, je crois, plus de 1000 personnes, ils ont posé des questions, on fait pas mal de choses. Un questionnaire, ils ont pu sortir les gens, ils peuvent taper, What make companies
Great Leaders, Creators, tu vois, et ainsi de suite. Et il parle des entreprises qui sont des vrais incubateurs en fonction des secteurs. Et en FMCG, vous pourrez voir, il y a Unilever. Tu as aussi du Procter & Gamble, tu as du Nestlé, tu as PepsiCo et tout ça. Donc, qui investissent énormément, tu vois, sur le développement de talent. Tu vois, par exemple, notre briefing, on l'a reçu au Kenya. Donc, tous ces 37, nous sommes au Kenya, leadership team, Afrique subsaharienne est là. On nous dit clairement, on vous a pris, voici les critères sur lesquels on vous a pris, voici ce qu'on veut faire de vous, on vous fait rêver. Vous êtes dans la même salle pendant une semaine avec des VP, des vice-présidents de... Mais attends, tu te projettes, tu entends une dame fidèle là aussi, mais qui parle avec une voix, mais sans voir la dame, le charisme, tu le perçois, et la dame qui te dit, mais j'étais pas comme ça. Ah, je suis devenu comme ça. J'ai travaillé. Donc, il y avait peut-être le brin, il y avait un peu de la fibre, il y avait un peu le talent qui était là, en dessous, qui dormait. J'ai dû travailler pour devenir comme ça. Et donc, vous, c'est ce qu'on veut faire de vous. C'est vous faire monter aussi et puis être le futur dirigeant de la boîte. Tu vois? Donc, tu arrives à te projeter. Tu vois? Tu arrives à avancer. Regarde, tu veux venir sur le point. Donc, sur l'environnement hostile. Tu vois? Un des éléments qui aide, moi, particulièrement, qui m'a aidé, c'est que tu fais des classes prépa à l'INPHB, pour ceux qui regardent et qui vont savoir, on vous met de la pression, du stress. Vous devez vous surpasser. Après, quand tu pourras dire, si tu as dans ton équipe des gens qui ont fait là-bas, tu vas sûrement sentir sur eux des gens qui disent pas non au travail. C'est des fonceurs. C'est des gens qui se surpassent. Et on en parle après. Bon, ça peut faire des jaloux, souvent sur les réseaux sociaux. Les gens critiquent les INPHB, là, ils se la racontent tout le temps. Mais ce que tu veux dire, c'est que c'est parce que les gens sont passés par là. Ils ont passé par là. Pendant peut-être 5 ans, ils ont été préparés à ces environnements. Donc, quand tu arrives dans un environnement qui est hyper hostile comme ça, la chose que tu fais, et puis ça, c'est les soft skills. Et moi, je dis toujours, le fait d'avoir passer du temps avec des gens qui avaient 5 ans, enfin 10 ans, 7 ans, voilà. Quand tu parles avec eux, tu es préparé à l'environnement de l'entreprise. Tu sais que, bon, écoute, on te dit c'est une jungle. Depuis que tu es tout petit, on te dit ça. Donc, quand tu arrives, tu comprends. Mais tu dois naviguer. Donc, écoute, faut que tu arrives, tu vois, et ça, c'est un tips. C'est pas parce qu'on a dit, tu vas être un futur patron de certaines personnes qui vont trembler. Ils connaissent aussi leur travail. Exactement. Ils ont l'expérience. Tu as besoin d'eux. Tu vois, donc il y a un élément qui est clair, tu peux être smart, mais sans l'expérience, tu n'es rien. Mais du coup, qu'est-ce que tu dis à un jeune qui n'a pas d'expérience et qui arrive, bon, il a eu un parcours brillant, on va dire, à l'école, on lui a toujours dit, toi, t'es bon, et puis il arrive en entreprise, où là, par définition, il connaît rien. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu lui... Ouais, faut pas faire la grosse tête, parce que ceux qui doivent te donner le savoir, ceux qui ont l'expérience, qui vont te permettre d'avoir l'élément qui te manque, ils vont fermer. Donc, tu dois collaborer avec des gens. Donc, c'est les soft skills, quoi. C'est un peu le truc qu'on dit un peu même nous dans notre accompagnement premium sur la tribu SOA. Au final, la clé, c'est de redévelopper la capacité ce qui t'a fait que t'es un bon élève. C'est que t'as appris à apprendre. Quand t'arrives dans la boîte, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se remettre dans la logique de c'est juste, là, t'as pas des cours, c'est un métier que t'apprends, c'est une expérience que tu acquiers. Donc, de la même manière que ton prof te transmet quelque chose, tu essayes d'obtenir de lui la capacité de réussir au contrôle, mais tu dois être capable de te dire, tes collègues, le but, c'est d'apprendre d'eux pour pouvoir travailler ensemble. Même si demain, tu veux être au-dessus d'eux. D'ailleurs, pour être au-dessus d'eux, il faut comprendre le contexte dans lequel ils travaillent et l'expérience qu'ils ont. Donc, je pense que toi, tu m'as toujours dit que dans Mentor Afro, le truc que tu avais du plus de mal à pousser, c'est ramener les gens à apprendre, si mes souvenirs sont... C'est ça, il y a ça, ouais. Qui comprennent, et puis quelle que soit la position. Ouais. C'est-à-dire que comprendre que j'ai toujours un endroit à développer, à améliorer, et que je peux apprendre de quelqu'un d'autre. Tu vois, on n'arrête jamais d'apprendre. Bon, pour là aussi, il faut être ambitieux, hein, parce qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils sont DG, CEO d'une boîte, c'est fini, ouais. Bon, je suis le Superman, et ça va, mais on doit toujours chercher à apprendre. Donc, tu as ça. Tu dirais que toi, t'as dû continuer à apprendre à toutes les étapes? À toutes les étapes. En comment je continue d'apprendre. Ah bon? Ouais, mais que ce soit au niveau spirituel ou bien au truc, oui. Par exemple, je vais te dire, mon pasteur, c'est quelqu'un, je crois, qui a peut-être 6 ans de moins que moi. J'apprends de lui. Ton pasteur? J'apprends de lui. J'ai un berger aussi qui était plus jeune, mais bon, j'apprends. Parce qu'il a appris, il a été confronté à quelque chose que peut-être que je connais pas. Bien sûr. J'apprends. Donc, on apprend de tout le monde, et puis, faut jamais arrêter. Faut jamais arrêter. Parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu te perds. Tu te perds, et puis bon, tu vas en arrière. Je continue de poser de répondre aux questions de Kaï, hein, tu vois. Vas-y. C'est que dans cet environnement, tu es obligé de naviguer. Donc, c'est vraiment les soft skills. Et une autre chose que je veux dire, c'est que
les gens vont pas, sur base de tes requêtes, juste trembler pour dire, ouais, écoute, ceux-là, c'est la crème de la crème. Donc, ils demandent quelque chose de court. Donc, ils sont aussi confiants et puis bon, ils sont hostiles même parce que tu leur plais pas. Voilà. Et c'est ton relationnel avec eux qui va faire que tu as des urgences. Malgré qu'ils ont leurs urgences, ils pourront intégrer tes urgences dans leurs urgences. Donc, comment tu entretiens des rapports avec des gens? Tes rapports avec des gens, est-ce qu'ils sont corrects? Et il peut y avoir des conflits, mais ça doit être des conflits constructifs. Mais pas on doit être factuel, on doit être en train de parler où on essaie de régler un problème pour avancer et ça nous bénéficie à nous tous et tout, mais bon, tu vois. Mais quand tu es plus jeune, tu vois, par exemple, le réflexe que tu as eu quand tu prenais l'exemple de la dame qui voulait pas te donner les datas, de venir dire, bon, entre guillemets, pour moi, comme un petit frère, je sais que sans toi, je suis rien, etc. Ça, c'est pas à l'école que tu as appris ça. Non, c'est la vie. Ça, c'est pas à l'école. Tu as appris ça où? C'est l'éducation. Par exemple, il y a ta mère qui va te dire, bah, écoute, dans la vie, il faut prendre des gens. Ouais, ça commence de là. Moi, je dis le leadership. Non, mais c'est important parce qu'en fait, nous, on a aussi, voilà, des gens qui se posent des questions sur la parentalité. Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de carrière, etc. Mais ce que tu donnes comme soft skills, ton enfant, c'est ce qui va le porter, en fait. C'est ça. C'est ce qui va le porter. Parce que tu peux avoir été le premier de la classe à l'INP, ce que tu veux. Si la dame, là, elle te donne pas les datas, tu n'es rien. Tu n'es rien, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir parler à une dame qui est plus âgée de 15 ans de plus que toi. C'est ça. Ici, surtout en Afrique, comprendre les codes, bon, je pense que c'est pas pareil. Oui, c'est encore d'autres codes, mais il faut les connaître. C'est ça. Et puis, mais c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as des façons, comment quelqu'un qui est à l'âge adulte maintenant, tu n'es plus un enfant, comme dit Suspect, est-ce que tu es un enfant? Tu n'es plus un enfant. Comment tu peux apprendre ces soft skills-là? Alors, quelqu'un qui aujourd'hui vient et se dit, OK, dans ma carrière, OK, j'ai réalisé que j'ai les hard skills, je connais mon métier, mais cette affaire de réseautage, de trucs, comment tu l'aides? Comment toi, aujourd'hui, tu dirais, comment on fait ça aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible? Ou bien tu dis aux gens, c'est foutu pour eux? Non, c'est possible, c'est possible. Vous voyez, par exemple, il y a un modèle de développement 70-20-10. 70-20-10, vas-y. Donc, il a été monté sur la base d'une étude. Ils ont pris, aux États-Unis, je ne me rappelle plus de l'année, en fait, des exécutifs de Fortune 500. Ils ont essayé de cartographier toutes leurs compétences, tous leurs skills. Et ils sont allés creuser pour comprendre à quel moment de ta vie, en fait, tu as pu apprendre la compétence en question. Oh! Ouais. Et ils arrivent à classer pour dire, bon, écoute, on voit que 70% des gens, des compétences des individus viennent de l'expérience professionnelle. 20% viennent du relationnel. Mentorat, coaching, apprendre des autres, des collègues et tout. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et seulement 10% vient de l'académique. Le diplôme, les certificats, voilà. Et bon, en tant que jeune talent chez Unilever, honnêtement, moi, j'étais dans ce moule. Donc, c'est comme ça qu'on nous développait. Après, j'ai appris que Nestlé utilise ce modèle. Après, je crois Coca-Cola aussi. Beaucoup d'entreprises qui comprennent ce modèle l'utilisent. Donc, tu vois que beaucoup de gens te disent, écoute, dans l'entreprise, j'ai besoin de formation, de trucs. Non, ça, c'est une vue à 10%. Non, on ne doit même pas parler de formation. On doit parler de plan de développement. Donc, pousser tout individu, et puis aussi l'administration, en fait, les ressources humaines, à dire, c'est vrai, bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la formation? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du 20%, donc relationnel? Il faut que tu aies un coach, il faut que tu aies un mentor. Bon, on pourra parler un peu de la différence entre les deux. Et puis, après, tu as l'expérience professionnelle. Donc, les missions qu'on te confie doivent pouvoir répondre à un besoin de développement ou bien où on veut t'envoyer. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu passes aussi un message aux directions, aux managers. Si vous voulez voir votre équipe se développer, il suffit pas juste de céder à sa requête de formation, mais lui demander, c'est vrai que moi, par exemple, il y a un point, chaque fois où je me dis, tiens, c'est dommage que les équipes n'y aillent pas, mais il y a des événements où, enfin, je me dirais, ce serait bien que les équipes... Tu apprends là-bas plus que tu apprends dans une formation. Oui, exactement. Mais bon, comme je sais pas, parfois c'est le samedi, parfois c'est le soir, tu dis pas à l'équipe, mais va à tel événement, tu vois. Tu devrais leur dire. Il faudrait, jusqu'à ce que, peut-être forcer, jusqu'à ce que ils se rendent compte de l'effet que ça a sur eux. Non, c'est ça, il faut le faire. Et puis bon, pour ceux qui vont écouter ce que je dis, prenez au sérieux ces événements. Et puis, c'est pas juste y aller pour juste s'asseoir et puis bon, je suis inspiré, je retourne. Gardez contact, prenez des contacts. Posez des questions. Tu poses une question, ça te rend visible. Ta question est pertinente, on se souvient de toi. Après, il y a les échanges des numéros qui sont partagés. Tu peux approcher quelqu'un, demander que la personne soit ton mentor.
Tu vois, et puis la personne peut accepter, elle peut avoir un petit créneau pour toi, vous parlez régulièrement, tu as des besoins en développement, tu les exprimes et tout ça. Et puis bon, en même temps sur ce point, c'est que ton mentor, a priori, il va t'aider beaucoup aussi. Et là, pour répondre un peu à ce que tu dis, sur la partie soft skills. Lui, il a l'expérience, il a du vécu. Donc, il peut te dire, bon, écoute, il peut te pousser à rêver. Et si tu es plus jeune, il peut te montrer, te donner des perspectives. C'est un booster aussi de carrière. Hein. Il peut te donner un contact de quelqu'un. Tu vois, par exemple, là, moi, je peux te recommander quelqu'un. Je peux recommander un Moulay en fonction de son sujet. Pas forcément sur la compétence technique. Non. Bon, le mentor, même, c'est même pas son rôle de faire. Mais c'est là où il faut que tu expliques ce que tu m'as déjà expliqué brillamment. Coach, mentor, c'est quoi la différence et comment on trouve l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, tu vois, le mentor est quelqu'un qui va t'accompagner dans ton développement. Bon, je n'aime pas trop ce terme personnel. On va dire ta croissance personnelle. Très bien. Parce qu'une fois que tu as ta croissance personnelle, et surtout travailler sur tes soft skills, tu vas t'amener à rêver, te challenger, il va te faire comprendre qu'il croit en toi. Tu vois, donc, ça va te donner de la force. Te parler d'écoute active, peut-être il va remarquer que quand vous parlez, tu n'écoutes pas activement. Alors ça, c'est un élément aussi puissant. C'est très important, ça. En termes de relationnel. C'est quelqu'un qui, avec l'expérience, pourra te dire un peu, écoute, moi, je suis passé par là, mais j'étais l'ami qui est passé par là, honnêtement. Ce chemin-là, il est périlleux, tu peux échouer ici, tu peux truc, par exemple, tu viens prendre un poste de DG, passer les premiers réflexes qu'il faut avoir. Voilà, tu vois, des choses comme ça, tu vois, et ça va te permettre, toi, en termes de soft skills, sur les compétences comportementales, tu vois, d'être super calé. Et il le fait, cet accompagnement, dans vraiment le moyen long terme. C'est pas quelqu'un qui fait un one shot avec toi. S'il fait un one shot avec toi, c'est pas un mentor. Un mentor, c'est forcément moyen long terme. Et j'imagine qu'un coach. Non, c'est du court terme. Le coach est court terme. Lui, il vient résoudre un problème. Voilà, particulier, spécifique. Vous avez fini peut-être en un call. Voilà, tu as eu les infos que tu veux. Et puis, point barre. Et a priori, avant, bon, après, les choses évoluent aussi, mais c'est que il est censé t'aider un peu sur le fonctionnel. Tu vois, par exemple, il y a 3 types de compétences. Compétences générales. Savoir conduire, nager, bon, enfin, parler anglais, parler français. C'est pas lié à un métier donné. Ça, tout le monde le fait. Compétences fonctionnelles. Donc, par exemple, moi, bon, j'ai été directeur marketing, enfin, fait plein de choses. Monter une strat marketing, déployer, exécuter, suivre le budget, l'optimiser, après, faire tout ce qui est prédire un peu les changements de le marché, analyse de scénarios de compétition et tout ça, enfin, des concurrents, ça, c'est des compétences techniques. Si tu es quelqu'un qui est un commercial, montrer un plan, enfin, une stratégie aussi commerciale et tout le reste. Ça, c'est technique, compétences professionnelles. Maintenant, le comportemental, c'est de ça on parle là, c'est les soft skills. Tu vois? Et donc, le mentor va beaucoup t'aider sur la partie soft skills et puis le coach, a priori, il est censé t'aider sur la partie fonctionnelle. Ce que nous, on a vu dans nos programmes, c'était ça, hein, c'est que tu as quelqu'un qui est senior sur le job, qui, par exemple, je me rappelle, et puis bon, je lui fais un coucou, Christian Bernard, il m'a tenu ma main. Salut! Bon, et puis, je vais vous surprendre, ben, diplômé de l'ESCA aussi. Voilà, c'est ça. Donc, qui m'a tenu la main, il me montrait comment est-ce que tu partages une formule d'une page, une feuille Excel à une autre et tout, tu vois, tu viens d'arriver. Donc, il te prend de façon technique comment tu fais les choses. Mais par exemple, le mentor, c'est le DG. Le mentor, je viens pas lui dire, écoute, j'ai lancé une promo, j'ai été dans telle commune, voici ce que j'ai fait et tout. Et puis, il te dit, non, mais écoute, réduis ton budget ici. Non, c'est pas de ça, je parle avec lui. Le gars, il me dit, mais écoute, ce que tu veux faire, c'est quoi tes milestones? Tu vois, c'est quoi? Bon, dans 5 ans, où est-ce que tu vois ce projet-là? Comment tu vois le truc? J'avais un mentor, tu sais, par exemple, qui était dans le board de Unilever. Du groupe. Dave Lewis, oui. C'est quelqu'un que j'ai approché et c'est un peu le message que je dis aux autres pour répondre à la question, comment tu le trouves? On a travaillé sur un projet, je l'ai vu, j'ai dit, le monsieur, il est percutant, quoi. Bon, pas que je veux être comme lui, être dans le board de Unilever, mais je peux apprendre de ce monsieur. Et donc, je lui parle et avec tout son agenda, il trouve du temps. C'est calé d'école. La première chose qu'il m'a demandé, il dit, tu travailles sur différentes marques. C'est quoi les bénéfices fonctionnels, émotionnels des marques et tout? Donc, je commence à lui raconter. Il dit, bon, ok. Il me dit, la prochaine fois qu'on va se parler, faire ressortir les bénéfices humains. Donc, pas fonctionnel. Non, pas émotionnel que tout le monde dit. Non. Donc, le bénéfice humain, le besoin humain auquel on vient répondre. Et c'est pour parler un peu de purpose, la mission. La mission derrière. Des marques. Donc, je fais ressortir le truc et tout ça. Il dit, voilà, c'est à cette étape-là que tu dois passer. Et comme on a dit, on ne vend pas du détergent. On vend le développement des enfants. Tu vois? On n'est pas en train de vendre un détergent qui enlève les tâches difficiles. Non, parce que dans la philosophie de cette marque en question, on disait, mais les enfants, en fait, c'est en apprenant à se développer. C'est en faisant des tâches qui se développent.
Et ils se font des Oh, tâches. c'est beau, purée. Ah ouais. Tu vois. Tu vois le niveau de marketing, là? Ça, c'est ouais, du... ouais. Tu vois, ça fait kiffer, là. Là, t'es bien. FMCG, c'est Ouais, tu vois. c'est du Mad Men. C'est ça. Tu vois, donc c'est le langage. Donc, tu vois, et laisser les enfants apprendre à découvrir le monde. C'est comme ça qu'ils ont des réflexes, ils sont développés, ils grandissent bien physiquement, mentalement, émotionnellement. Les tâches, nous, on s'en occupe. Tu vois. Donc, c'est le C'est clair que tu paierais plus cher pour que ton enfant se développe que pour enlever une tâche. tu vois. Donc, le storytelling est différent, tu vois. Donc, voilà. Wow. Donc, le mentor, en fait, c'est un peu sur ça, il va bosser. Le coach aussi, bon, il y en a. Bon, honnêtement, il y a sur la toile, beaucoup de gens qui vont se faire appeler coach et tout. Bon, Tu dirais comment on reconnaît un bon coach? Parce que c'est ça la question. Mentor, je sens que comme tu as dit, il y a un travail d'identifier une trajectoire personnelle et un alignement moyen-long terme. Coach, normalement, comme c'est plus court terme, qu'est-ce que tu dirais qui sont les grilles pour choisir un bon coach? Bon, moi, je peux me faire coacher aujourd'hui. Il y a, par exemple, il y a TikTok. Bon, je maîtrise pas. Tu ne sais pas TikTok? Non. Il y a plein de gens qui sont chauds sur ça. Si, tu vois. Donc, mais je donne un exemple clair. Vas-y. Et ça, on appelle ça aussi le reverse, le reverse, on va dire coaching. Bon, d'autres appellent ça mentoring. C'est que je peux passer par quelqu'un qui n'a pas trop d'années d'expérience. Mais sur qui est- ce point, Sur ce point-là, il est très technique, il connaît clairement la chose, il peut me prendre pendant un moment et puis me guider dedans pour que je puisse savoir utiliser la chose. Ouais. Donc, il va m'aider à être autonome. Maintenant, le coach, a priori, il n'est pas censé avoir vécu des expériences. Souvent, c'est un peu, excusez-moi, je ne veux pas comparer, mais c'est un raccourci par rapport au mentorat. Le mentorat, ça demande énormément. Tu dois avoir vécu, tu dois avoir expérimenté, testé. Et là, tu sais de quoi tu parles. Et puis, tu peux partager l'expérience. Bon, quand tu le fais, on va dire que tu te fais voir, et ça, c'est clair. Ah bon? Vas-y, après, tu as des gens en fonction de leur état d'esprit qui prennent comme ça. Mais tu vois, le coach, lui, par contre, ça sera juste. Mais comment tu sais, parce que là, tu as pris le critère de la connaissance pour le coach, donc il connaît TikTok, mais tu ne peux pas savoir, tu n'as pas une manière de savoir si ce sera un bon pédagogue, s'il va vraiment réussir à te transmettre. Donc, par exemple, tu vois, j'allais le dire aussi, c'est que tu as des personnes qui ont appris le métier de coach. Ils sont certifiés. Donc, par exemple, il y a ICF, International Coaching Federation. L'ICF. C'est ça le gold standard en coaching. Pour moi, je pense, parce que, tu sais, j'ai fait une thèse HEC, je suis sur le... tu vois, tu nous as pas dit ça! Tu as fait une thèse, c'était quoi ta thèse chez HEC? Non, c'était le développement d'une plateforme de mentorat et de coaching pour la construction de talents afro-descendants compétitifs au niveau global. Donc, carrément, c'est mentor afro. Si vous voulez, on peut venir aussi. Mais on voit la conclusion. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai ramené l'individu. Je sentais qu'il a de la matière à donner. Il faut publier ça. On va partager au peuple. Mais du coup, tu disais dedans, excuse-nous, que du coup, quand tu faisais un peu cet exercice de reverse coaching. Ouais, reverse coaching. Donc, tu vois, quelqu'un qui va être, on va dire, certes plus jeune, mais qui connaît quelque chose de façon technique, qui va venir vers toi et puis qui va te truc. Donc, bon, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, a priori, le métier ou du moins la compétence technique qu'il est en train de te donner là, il faut que toi-même tu aies jugé que c'est quelque chose qui est pertinent. Bon, par exemple, le monsieur, tu vois que bon, il a plein de followers. Voilà. Indicateur premier. Bon, après, on va te dire en termes de portée de ce qu'il fait, de trucs, tu vois. Et puis, il y a des gens qui l'accompagnent. Tu vas vérifier les témoignages. Tu recommandes les témoignages, c'est important. Tu vas regarder les témoignages. Bon, enfin, plus de témoignages, hein, pas juste un petit groupuscule, un groupuscule de personnes qui pourraient être des gens qui l'aiment bien, qui racontent des choses. Voilà. Donc, tu vois, tu vas vérifier tout ça. Après, tu vas, pour moi, particulièrement, c'est vraiment les KPI. Tu vois, les indicateurs clés référents. Si c'est quelqu'un qui se positionne en plus dans le coaching, en général, ses références sont assez visibles, les témoignages sont assez visibles. Si vous suivez en classe, vous l'avez remarqué, nouveau branding pour la chaîne. Entrepreneur State of Africa laisse la place à State of Africa, un média plus global, un hub de savoir et d'outils pour vous permettre de passer le cap que vous souhaitez dans vos activités. Le branding, c'est bien, ça fait une belle vitrine, mais quand vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de la boutique, des nouveaux formats, des talks le week-end, des formats courts en semaine avec de l'investissement, du digital, de l'immobilier, bref, tous les sujets qui vous passionnent. On a parlé de la vitrine, on a parlé de la boutique et je viens aujourd'hui vous parler également de l'arrière-boutique, non, des fondations, la communauté, la tribu. Parce que c'est vous, membres de la tribu, qui faites
l'essence de cette chaîne. Cette tribu, nous vous invitons à la rejoindre en 2026. C'est une opportunité de vous faire un réseau, d'être entouré par plus de 400 membres qui sont présents aux quatre coins du monde et qui se réunissent dans cette plateforme Skool où nous échangeons, nous débriefons des épisodes, nous lançons des nouveaux débats, nous faisons des masterminds, nous nous retrouvons même autour de meet-up où nous débattons jusqu'au bout de la nuit. Bref, où nous allons plus loin dans cette vision que représente State of Africa. La nouveauté, c'est que cette tribu a maintenant également une communauté sœur, si je peux dire, avec la tribu Level Up, un tiers de notre tribu qui est destiné à ceux parmi vous qui sont entrepreneurs et qui nous ont maintes fois demandé d'avoir une communauté beaucoup plus technique, beaucoup plus poussée sur vos objectifs. Dans cette tribu-là, nous allons prendre le temps de vous accompagner, d'écouter ce que vous avez à dire et surtout de rassembler ensemble les personnes qui ont les mêmes problématiques. Donc, vous avez d'un côté la communauté SOA telle que vous la connaissez, à 20 € par mois ou 150 € l'année. Et de l'autre côté, nous aurons une tribu avec accès limité, par contre, parce que notre temps est limité, mais avec des entrepreneurs qui, quel que soit leur niveau, ont besoin de passer un cap. Et à ce moment-là, on sera sur des forfaits de 1 000 € l'année pour l'entreprise qui voudra avoir accès à cette communauté-là. Donc, dans tous les cas, nous vous souhaitons une bonne année. Nous vous souhaitons de prendre les bonnes résolutions, de soigner votre entourage et de rejoindre cette communauté. Nous avons hâte d'échanger avec vous et de continuer cette belle aventure que nous avons commencé ensemble il y a 2 ans maintenant. Et du coup, Unilever, là, combien d'années là après l'expérience que tu nous as décrite? Ouais. Parce qu'on est qu'au début là. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'on peut on peut durer ça, l'individu. Il y a des trucs. Il y a beaucoup de choses. Moi, la question que je voulais te poser pour faire un peu la transition du coup et revenir un peu à ton parcours, c'est tu as changé quand même beaucoup de fois de groupe. Ouais. Mais justement, on sait pas les groupes. On sait pas les groupes, mais tu peux lister les groupes si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, j'ai remarqué que tu sais, on dit tous que dans le salariat, la façon d'augmenter son salaire, c'est de changer de boîte. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà voici notre expert sur le terrain. Après, le fait que ça soit vrai, ça ne dit pas comment le faire. Non, mais doit-il forcément motiver à le faire? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je pourrais le dire. Voilà, donc on est mais est-ce que tu peux déjà nous citer peut-être juste les entreprises pour que... Donc, voilà. Donc, jeune talent Unilever, je reçu le programme. Après, je suis en Afrique du Sud, nommé manager, tranquille. Il va en Afrique du Sud, du coup, déjà. Ouais, quitte la Côte d'Ivoire. Grâce à l'anglais appris. Parce que s'il n'y avait pas l'anglais, tu serais pas arrivé là-bas. Ça c'est clair, parce que j'allais pas savoir travailler avec les gens de choses. Et puis, que même les documents, tout en anglais, l'école, les réunions, tout ça, c'est en anglais. Afrique du Sud. Afrique du Sud, nommé là-bas. Donc, je travaille sur environ 19 pays. Depuis l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, Angola, Ivoire, Cameroun, RDC, Madagascar, Gabon, c'est plein de choses, tu vois. Et donc, après, il y a une opportunité qui se crée ici, à Abidjan, avec Friesland Campina, donc 12 milliards d'euros environ de CA. Donc, Friesland Campina. Friesland. Ouais, bonnet rouge. Ah, c'est bonnet rouge. Voilà. Voilà, vous connaissez ça. Voilà. On est d'accord. Merci. Ce qui est marrant, FMCG, t'es obligé de dire les marques des fois pour que les gens sachent c'est quoi. Unilever, c'est vrai qu'on n'a pas cité des marques, mais bon. Unilever, c'est un peu plus connu, je trouve. La Friesland Campina, c'est différent. Je peux vous expliquer l'idée derrière. Vas-y. En fait, c'est que c'est un groupe qui appartient toujours à des fermiers néerlandais, belges, puis allemands. Ils étaient environ 20 000 qui se sont mis ensemble et puis une coopérative. Donc, ils produisaient le lait et puis après, ils avaient leur entreprise qui se chargeait de faire la distrie, le marketing et tout le reste. Donc, j'ai été là-bas aussi. Donc, directeur marketing Afrique de l'Ouest et centrale à partir d'Abidjan. Donc, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Cameroun et Gabon. Donc là-bas, j'ai passé beaucoup de temps. Ouais. Et là-bas, honnêtement, le groupe a acheté une usine en Côte d'Ivoire, de Olam. De quoi? Olam. De Olam. Ah oui, qui était à l'époque. Faisait aussi du lait, donc on a récupéré une marque de Olam. Okay. Donc moi, mon rôle, c'était de mettre en place le marketing de l'entreprise dans la région. Donc il n'y avait rien, aucune donnée. Sure. Ouais, parce que à cause de la crise en Côte d'Ivoire dans le temps, depuis 2009, ils avaient bougé
Ils étaient partis. Ouais, Ok. donc là, ils sont revenus, tu n'avais plus rien. Au Ghana, ouais. Donc, il n'y a pas de quelqu'un pour la passation. Il faut tout mettre en place. Donc, bon. Là, il faut construire une équipe, recruter au Ghana, bon, enfin, tu vois, un peu partout. Et puis, définir une stratégie sur la région. Mais j'étais outillé. Parce que de là où je venais, honnêtement, c'était aussi FMCG. Et puis, bon, vraiment, on a été formés. Ouais. On a été formés, on avait des choses. Donc, ça s'est bien passé, hein, je veux dire, avec j'ai appris beaucoup de choses, changer un business model. Enfin, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de succès aussi. Ouais. J'ai été super primé là-bas, bon, soit individuellement ou bien en équipe aussi. Ouais. On a réussi des choses, doubler les tailles de marché en un an. Ouais. Au Ghana, on a fait plein de choses, tu vois. Donc après, Friesland Campina, et pour la petite histoire, Vas-y. Friesland Campina, c'est à la fois le lait bonnet rouge et puis pique dans certains marchés. Donc au Ghana, au Togo, Bénin, au Cameroun. Pique, je connais pas. Donc en fait, c'est la même C'est la marque. même boîte, tout ça, mais... Ok. Les noms sont différents. Là, il est plus bleu, tu vois. Ok. Dans l'emballage de bonnet rouge, le fermier qui était posé là, Mhm. c'est moi qui l'ai fait lever. C'est toi qui l'as fait quoi? Il était assis et toi, il a changé Il y avait une le histoire marketing. dessus. Sérieux? Ouais, c'est moi qui ai fait le rebranding. C'est ça, les marques qui est vendu en Italie dans beaucoup de pays européens. C'est toi qui as fait se lever le fermier dessus. Ouais, si. Donc, c'est un rebranding Complet. international Ah là là! que j'ai fait et ça a été une réussite. On a eu très peu de write-off, donc d'emballage à détruire dans l'ancien truc. Donc, une coordination hyper complexe. 6 usines dans le monde, l'équipe commerciale, faut suivre le stock dans le marché, dans l'usine, chez le fournisseur d'emballage et tout. Après, lancer une campagne avec ça. Donc, hyper complexe. C'est le projet le Et là, plus- t'es resté combien de temps? 6 ans, je pense. Non, Ok. 5 ans. Une Oui. fois, c'était Oh, ça va. Donc les Ouais, gens c'est qui pas- disent, en fait, attention, quand j'ai dit changer de boulot, c'est Ouais. pas changer de boulot tous les 2 ans. Non, c'est pas ça. C'est que t'as mené des projets vraiment significatifs à terme. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est maintenant que je t'ai sous la main, c'est un truc que je voulais parler avec toi même en dehors du podcast. Mais moi, je trouve que c'est toujours un signal dangereux quand un leader, un dirigeant, il fait jamais plus de 2 ans dans chaque boîte. Ouais. Bon, ça va dépendre. Attends, moi, je te donne mon cas. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une base d'environ 11 ans en Ouf. FMCG. Ouais. International, Ouais. réussite. Bon, il joue aussi, hein. Il joue aussi en RDC, en dessous le détergent. Ah, c'était, Ah regarde son pays là. Ah, c'était chaud là-bas. Non, mais attends, figure-toi, bon, écoute, et ça, il y a un syndrome là. Il y a C'est les dans le- consommateurs, par contre. Ouais, c'est mais dans ça, là. c'est pas comme ça. Non, j'explique, j'ai aucun souci dessus. Tu vois, il y a un syndrome. Mhm. Il y a telle innovation, il faut la lancer d'ici fin de l'année, on time in full. Bon, donc l'année est en train de finir. Attends, tu pousses, et puis tu veux tick in the box. Beaucoup de gens font ça. Mais attends, moi, je vais à lancer un détergent en décembre. Le trade n'accepte pas mon produit en décembre. C'est l'huile, c'est le riz, les jouets. Ils investissent dans les jouets. Donc, j'ai pas assez de stock. Ils sont rentrés dans le marché. Après, on est rentré en janvier, une période un peu difficile. Donc, ça a été mon échec de lancement. Dans ce moment. Mais quand tu dis trade, alors, Le trade, ah ouais. excuse-moi, La parce que distribution. il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout ce qu'on dit là entre nous là, mais Si. c'est-à-dire que le trade, si je comprends bien, c'est au moment où toi, tu te mets dans la situation en tant que marque de distribuer ton produit, Ouais. tes partenaires distributeurs qui sont des indépendants, Et de- qui achètent ton stock pour le vendre pour aux le autres, vendre, ouais. eux, ils sont concentrés sur le produit qu'ils vendent en décembre, à savoir les jouets. Ouais. Ça. Ils investissent plus dans ce qui est saisonnier. Exactement. Voilà. Et donc, c'était pas la bonne période. Tu vois, oui. Donc c'est, ah ouais, FMCG, c'est quand même quelque chose. Donc, Hey, c'est des réflexes, tu vois. Donc là, moi, j'ai échoué, le truc n'a pas marché. Ouais. Mais avant ça, j'ai dit le syndrome de tick in the box. ouais. Je Donc, te dis, On te donne le target, il faut Ouais. le lancer avant la fin de l'année. Donc, à tous les coups, même si ça a été décalé, il faut que toi, tu lances pour atteindre ton objectif. et là, tu te foires souvent. Voilà, parce que c'est pas au bon moment que tu Le lances. syndrome tick in the box. Ça, Ouais. je vois beaucoup de gens effectivement se le faire. C'est Juste, ça. ils veulent avoir fait la Ouais, tâche. C'est ça. Peu importe que ça marche ou pas. Donc, il faut avoir le courage Mhm. de se comporter comme si le business nous appartenait, pour ne pas investir Ah. dans une période parce que ça va pas marcher. Donc, avoir Ouais, le courage alors d'approcher que la tu- hiérarchie. Ouais. Et puis, dire, non, écoutez, honnêtement, c'est pas la bonne période. Même si je dois pas atteindre mon target. Ce que je dis, c'est fort. Hein. Mais- oui, mais non, mais. Très ce que peu de tu dis, leaders c'est- sont prêts à accepter Non, ça. mais hein. c'est très, très fort parce que on voit beaucoup ça quand même dans le monde du corporate. Là, tu as pris un exemple précis où on voit des personnes lancer des projets auxquels ils ne croient pas, Voilà. mais ça a été validé. C'est dans mes objectifs. C'est dans les objectifs. Et pourtant, il y a, bon, après, ça demande beaucoup de courage de dire, là, on va droit dans le mur, ou alors, il suffit juste d'avancer d'un mois, il faut, Oui, il faut accepter que ce sera l'année prochaine. parce qu'en fait, ils disent que si ils viennent porter une conviction et qu'il se trouve que cette conviction se termine par un échec, on leur en voudra plus. Ouais. Ça demande du courage, ça demande du leadership, vous l'avez dit. Hein. Ouais. Je l'ai fait chez Blisco, je l'ai appris chez Friesland Campina, tu vois. On avait une des valeurs, un des standards de leadership là-bas qui était
owner mindset. Ah, tu dois te comporter ça. comme si la boîte t'appartenait. Puis souvent, tu viens pour des propositions, on te pose cette question. If it was your business, what would you do? Si c'était ton business, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est là que tu vois des gens qui reprennent le 2 secondes. Voilà, si c'était vraiment moi qui dépensais. Et tout le monde doit se poser cette question. Et tu vois, parfois, quand tu te comportes comme ça dans des entreprises, j'entendrai des gens, surtout sur notre topic, dire ah, mais tu te comportes comme si c'est la boîte de ton papa, des trucs. Non, c'est juste que tu es responsable. Tu as des actionnaires qui ont investi des sous. Il faut respecter leurs efforts. Ils veulent avoir le value, hein, la valeur sur le truc. Et si c'était ton business, si tu ne l'aurais pas fait, donc ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas honnête. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ça. Donc, faut avoir le courage. Donc, j'apprends chez Friesland Campina. Et puis, quand je viens chez Visco, j'avais beaucoup de projets RSE. Parce que t'as quitté Friesland Campina pour aller chez Visco. Bon, non, avant ça, il y a eu une voilà. Ok. Donc, on continue. Maintenant, je vais revenir sur voilà. Son CV par cœur, quoi. C'est difficile. Un peu, ouais. Je connais un peu, mais je sais un peu. Donc, tu vois, quand je quitte Friesland Campina, après, je suis appelé par Trace. Ok. Voilà, Trace Group. Voilà. Le groupe avec Olivier Laoucheuse qu'on a reçu ici. Olivier Laoucheuse, voilà, que vous avez reçu. Donc, c'est mon patron direct. Et puis, bon, quand on échange, c'est clair que mon profil l'intéresse parce que Trace était en train de changer de positionnement, de passer de, bon, je vais le dire en anglais, hein, entertainment à, comment on dit, education via using entertainment. Bon, ça s'appelle de l'entertainment. Yes. Donc, moi, j'avais un profil, je venais pas des médias. FMCG, bon, tout ça, quelqu'un qui a fait le marketing, qui comprend les trucs, et puis qui avait Mentor Afro. Donc, une plateforme de mentorat qui était c'est dans l'éducation, hein, donc, et tout. Donc, le profil m'a intéressé. Donc, j'ai été chez eux, et c'est moi qui ai fait la transition. Là-bas, j'ai pas duré. C'était une mission. Mais j'ai remarqué que les dirigeants qui veulent amorcer un nouveau cap pour leur entreprise, ils sont très friands des profils FMCG. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ils disent que les profils qui ont été formés dans FMCG, un peu comme ce que son mentor lui a expliqué, tu vois, ils voient les produits d'une manière très particulière. Ah ouais? Ils s'approprient le truc, ils humanisent le truc. Ouais. Et moi, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu es dans la banque, mais j'ai un exemple de quelqu'un qui me demandait, mais tu connais pas des gens, on recherche un nouveau directeur marketing, etc. Il y a quelques années. Puis je dis, je connais une personne, mais ça va pas t'intéresser, viens des FMCG. Je dis, ah non, mais si, au contraire. Ça, c'est nos gens, ça. Oui, parce qu'en fait, on a besoin que nos clients comprennent nos produits. Et pour qu'ils comprennent nos produits, on a besoin de parler leur langage, on a besoin de savoir ce que ça signifie un bon produit pour eux. Ouais. Sauf que parfois les dirigeants, alors c'est souvent le CEO, il a la lucidité de se dire que nos clients ne comprennent plus, tu vois, ne comprennent plus, tu vois, parce que sûrement que ceux qui les vendent aussi ne comprennent pas. Donc tu vois, et les gens qui sont dans les FMCG en fait ont un peu ce truc, en fait c'est une seconde nature pour eux de faire comprendre. Tu vois, la valeur de ce qu'ils vendent. Du coup, ça explique que tu me disais hors caméra tout à l'heure, tu me disais, il y a différents niveaux de technicité dans le marketing. Donc, tu peux redire pour ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent se former et devenir des experts marketeurs, quelles sont les industries où tu trouves que la culture marketing ou ou en tout cas l'exécution marketing sont les plus habituées. Tu les avais classés un peu. Comme les gens font la S-tier. Vous nous donnerez votre avis sur le classement. Exactement. Les gens disent S-tier, A-tier, B-tier en termes de marketing. Bon, déjà, ce que je fais, c'est quoi? Une bonne base FMCG. Donc, Unilever, après Friesland Campina, j'ai fait un peu de médias. Après, j'ai été dans une banque, voilà, qui était en train de, je vais dire avoir des problèmes. Puis, j'ai fait partie du comité de direction qui a relevé la banque. Après, j'ai été chez Visco. Donc, dans le luxe / textile, FMCG aussi, on peut dire. Et puis, là, maintenant, je suis revenu en banque. OK. Donc, c'est cross-industrie. Donc, quoi? FMCG, banque, médias, bon, textile / FMCG. Bon, si je dois classer, parce que j'ai soutenu certaines personnes aussi en téléphonie mobile. Et chez Trace, dans mon rôle, on avait Trace Mobile. On avait c'est vrai. une téléphonie en Afrique du Sud. Mais bon, moi, j'étais je ne peux pas dire celui du marketing groupe. Donc, il y avait ce business à côté. Bon, au niveau de la strat, en fait, j'intervenais dessus. Bon, s'il faut classer, honnêtement, FMCG, je mettrais number one. En termes de secteur, pour apprendre vraiment le marketing. Et là, j'étends quand même marketing / com.
Ouais. Donc, vraiment... Bon, après, on arrive à différencier les deux. Après, je mettrai téléphonie. Numéro 2, les téléphonies. Tu dirais que après les FMCG, c'est le monde de l'industrie de la téléphonie qui te forme le plus au marketing. Et puis après, je pourrais dire la banque. La banque. Et puis en dernier, médias. Médias en dernier. Ouais, je peux surprendre parce que c'est médias. Bon, c'est exactement médias. Non, parce que les médias, c'est pas très compliqué. Tu vois, en un mois, tu lances une chaîne télé. Bon, on a lancé Trace en Angleterre, on a lancé un peu partout. C'est pas très compliqué. Ouais. Tu vois, mais par contre, c'est pas très, tu trouves que en termes de technique marketing, c'est pas l'endroit, parce que en fait, ton métier est le contenu, c'est ça? Non, oui, c'est le contenu, c'est un truc. Il y a une marque aussi, positionnement, faut maintenir. Il y a des partenariats, généralement. Et puis après, tu as cette tendance à, tu sais un peu ce qui marche, tu te réinventes pas tant que ça finalement, alors que FMCG, en fait, c'est une concurrence énorme. Énorme. C'est plus rude qu'ailleurs. C'est rude, ça bouge et tout. Et puis tu vois, par exemple, média, t'as une chaîne média, généralement le revenu, le modèle, tu vois, le modèle de revenu, bon, écoute, t'as des redevances avec les canals stat, là, tu vois, et tout le reste. Distributeurs, etc. Les distributeurs, bon, tranquille, peut-être la pub peut te faire 30% de ton CA, tu vois, ça dépend. Bon, c'est ça, j'ai vu un peu des choses. C'est ça le vrai split. On en avait parlé avec Olivier, effectivement, que c'est quand même beaucoup les redevances au final dans les médias qui faisaient que ça tient beaucoup de médias. Donc, imagine, tu as signé le deal 5 ans, bon, tu sais que ça tombe, quoi, tu vois. Et puis, bon, après, il y a d'autres produits. Et là, moi, je parle pas de Trace uniquement, parce que tu fais un benchmark, tu as vu les autres, tu fais des trucs, il y a d'autres produits digitaux après qu'ils envoient. Il faut que les gens qui sont habitués à la télé, la radio, tu vois, bon, maintenant un peu le digital pense aux autres produits. Voilà, digitaux, les applis, bon, enfin, il y a plein de choses qu'on met et tout ça. Voilà, donc c'est ce que je dirais. Bon, maintenant, allons-y. Pourquoi FMCG en premier? Moula, il a dit, il y a une concurrence, compétition qui est féroce. Compétition qui est féroce. Et puis, tu vois, dans cette fonction, on a toujours parlé de mix. Tu vois? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas qu'un produit. Voilà. Donc, tu travailles sur le prix-produit. Tu vas travailler sur le prix. Positionnement, prix. Voilà. Le positionnement, tu vas travailler dessus. Après, tu travailles sur ce qu'on appelle la proposition aussi. Tu vois, on dit souvent ton USP, ton Unique Selling Proposition, qui reprend la question Why buy me? Pourquoi est-ce qu'on doit acheter? Donc, quel est le message que tu mets? Après, FMCG, tu travailles aussi sur pack. Le portfolio. Le packaging. Tu vois? Bon, packaging, ça, c'est une chose. Mais après, tu as le pack. Quel format je mets sur le marché? Est-ce que c'est un petit format, un grand format? Format de pénétration, format de fréquence, format format famille, on va dire, de consommation. Et puis, dans quel canal ils doivent rentrer? Donc, par exemple, chez Frizzant Campina, on avait aussi, il y avait certaines méthodes aussi, Coca, OBPC, stratégie. Donc, tu dois réfléchir par exemple, à l'occasion, au pack, qui reprend à l'occasion, au canal, ainsi de suite, à la marque aussi que tu mets. Il faut qu'il y ait un alignement entre ces éléments. Donc, il y a une strat et tout ça. Donc, tu vois, c'est hyper corsé. Tu travailles aussi sur le distri. C'est pas toi, par exemple, tu as une équipe commerciale avec qui tu travailles et tout, mais bon, écoute, tu vas t'assurer que le produit est visible au point de vente, que tu as un call to action. Tu vois, le message qui dit, achète-moi. La raison pour ça, il est clair, il est visible. Il est efficace, Voilà, tu fais du 10-5-1 à 10 mètres. Il faut que tu sois très visible. 5 mètres, il faut créer l'engagement. 1 mètre, il faut vendre. Le moment des vérités, tu vois. Vous avez, ça, c'est des vrais frameworks, hein. Et puis, ça demande une culture de la data aussi très forte. Très poussée. Parce que les marges se jouent à peu de choses. Mesurer. Et quand je dis prix, par exemple, tu vois, il faut comprendre toute ta value chain. Et tu peux pas faire FMCG et puis ne pas comprendre un PNL. C'est pas possible. Non, c'est que tu as fait un FMCG un peu, pas trop. Un peu light. Tu vois, mais c'est ce qui explique, du coup, que c'est des profils recherchés parce que tu t'es obligé, parce que dans les FMCG, très souvent, le département est séparé par catégorie. Donc, quand tu es catégorie manager, tu as certaines marques, en fait, d'une famille, ça va être food ou autre, mais tu dois maîtriser, en fait, cette marque comme si tu étais propriétaire de ce business. C'est ça. Et tu es au cœur du dispositif. Tout commence par toi. Alors que dans d'autres secteurs, tu as une fonction support, par exemple. Ah oui, c'est vrai que c'est ça aussi qui explique que c'est là où tu es le plus au cœur, parce que les autres, le marketing est en fait un plus qui ramène des clients supplémentaires. Parce qu'on te dit que si tu n'atteins pas tes objectifs,
l'année prochaine, tu n'auras pas de budget pour communiquer. Oui. C'est ça. En fait, tu es vraiment lié au résultat. C'est ça. Là où dans d'autres industries, Ouais. quoi qu'il arrive, bon, bah, Tu penses, ouais. tu vois. Tu communiques, t'en quoi. sors. Oui, voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ton bébé, tu vois, en même temps, tu vas vérifier. Et surtout, les éléments de mix, il y a des indicateurs de performance que tu traques. Sure. Voilà, au niveau du prix, le prix, par exemple, tu joues sur la marge, tu vois. Il y a des gens, par exemple, qui comprennent pas que, en tant que marketeur, tu peux agir sur la marge du produit. Sur la profitabilité même du business. Parce que ça vient de là, c'est le produit qu'on met en avant et puis après, ils envoient la profitabilité. Tu vois, alors qu'il y a tellement de choses. C'est pas juste augmenter les prix, non. Par exemple, il y a ce qu'on appelle value engineering. Je regarde ma formule et puis je regarde est-ce que c'est nécessaire que, par exemple, en termes de taux de matière grasse, j'ai du 60%. Est-ce que si je descends à 50%, est-ce que c'est noticeable? Tu vois, c'est remarquable. Tu vas aller challenger l'équipe R&D. qui fait. Oui, parce que souvent, tu as la pression, hein. Tu suis des marges. Attends, je te dis que- Et après, vous devez aussi avoir cette pression de, je sais pas, un matin, vous vous réveillez, vous apprenez que le concurrent a cassé ses prix. Ouais, d'accord. Alors que très souvent, c'est des produits qui sont des commodités. Ouais, Ouais. la commodité. Donc, tu peux directement être impacté par c'est une ça. décision d'un concurrent. C'est ça. Donc, cette décision, par exemple, tu vas devoir t'asseoir. Nous, on a eu des cas pareils. C'est là que tu vas regarder. OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le même positionnement que moi? Mhm. Je prends pas une Rolls-Royce pour faire la course à une DU, quoi. Mhm. Ah, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le portfolio game. Mhm. Quel est, dans ma gamme de produits, soit au niveau local ou bien même dans le groupe, quel est le produit ou bien le mix que je peux prendre peut-être pour venir faire cette bataille? Peut-être que moi, je suis premium. Je devrais pas utiliser mon premium. Il va me titiller un peu. Mhm. Mais voilà. Donc, souvent, je peux sortir une marque qui vient faire le job, en fait, de price Ok. fighter ou bien de trucs. Non, mais c'est intéressant. Du coup, moi, ça Et amène les à la grande télécoms. question. Du coup, quand t'es passé de chacune des boîtes, là, parce que bon, je suis désolé, mais Ah oui. Faut... ici, on est des gens concentrés. Tous mes salariés qui nous écoutent, mes gens sûrs, qui sont le corporate game, C'est le vrai grand qu'il y a combat. Ce grand mythe, hein, ce gros. ce gros sujet, ils ce se gros disent sujet. comment tu passes d'un poste à l'autre. Donc, si ça t'emmerde pas, je sais que toi, en plus, Bon, au-delà d'avoir eu des opportunités, etc., des fois, t'as pas pris toutes les opportunités qui sont venues. Non. C'est ça aussi le point. Parce que les gens te voient, je pense que le danger, c'est beaucoup de gens se disent, en fait, à chaque fois que tu as une opportunité, faut y aller. Non, c'est pas ça. Donc, le vrai calcul, c'est comment t'en crées des opportunités, mais comment tu choisis. OK. Mhm. Ça, Comment c'est tu- bien. Comment je fais les choix? Ouais, ça, c'est bon. ça, C'est vrai, dis-moi. il y a des gens qui, moi, m'ont dit, mais tu dures même pas. Je sais où je vais. Tu fais exactement. Ouais, je sais où je vais. Où je vais, et ça, il y a longtemps. Mais attends, Wilfried, c'est quelqu'un qui va parler à des dirigeants de grands groupes pour les guider dans, voilà, le développement de leur boîte, de choses. C'est du conseil. Ouais. Et quand je veux faire du conseil, bon, écoute, je veux pas être quelqu'un qui a vendu du savon en 30 ans. Ah, tu Voilà. savais que tu veux faire du conseil à terme à des grands dirigeants. C'est tout. Donc, tu pouvais pas faire qu'une seule industrie. Non, Hmm. pas du tout. Donc, je suis cross-industrie. Une fois que je compris comment ça fonctionne, j'ai des éléments tangibles de succès, j'ai appris le truc, je vois que ça devient trivial. Et puis, n'oublions pas, moi, je suis un ancien talent. Un talent, dès qu'il commence à rentrer dans sa zone de confort, il n'a rien à faire. Ah. Il faut pouvoir aller soit de façon latérale sur une fonction latérale, hein, s'il n'y a pas une promotion en interne ou quoi que ce soit. Mais non, il reste pas dans sa zone de confort longtemps. Donc toi, Ouais. tu sais, il y a pas longtemps, on a fait un épisode sur les types de boulots. On disait qu'il y a des boulots qui sont des trappes, qui sont des pièges, où tu gagnes pas d'argent, mais en plus tu progresses pas. Ouais. Tu as des boulots qui ont une zone de builder, où tu gagnes pas, mais tu progresses. Tu as des boulots idéaux qui font les deux. Et après, tu as les boulots un peu bizarres, où en fait, c'est des planques. C'est-à-dire, tu es bien payé, mais tu rien. Non, je peux jamais faire. Toi, tu peux jamais arriver là-bas. En fait, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais. Toi, en Jamais fait, tu de la peux être dans builder, Ouais. tu peux être dans idéal, mais tu vas jamais durer dans planque. Voilà. Et je peux vous dire, quand je tombe sur celui où il y a de l'impact, bon, par la grâce de Dieu, on a grandi certaines choses dans la vie, on est pas trop coincé. Et ça, honnêtement, parce que j'ai pas envie que les gens comprennent la chose mal. Donc, c'est où il y a l'impact que je regarde. Je veux dire, je regarde le paycheck, et puis je dis, non, bah, vous pouvez pas me payer, les gars, mais bon. Le poste m'intéresse parce que je vois que je vais pas travailler. Je vais vivre. Ah, c'est intéressant, ça. C'est ça. Parce que tu es clair sur ton purpose. Tu sais clairement qui tu es, ce que tu vois, il y a ton inner, ton ADN de qui tu es parce que tu as choisi ta mission de vie et quand tu tombes sur un job qui te permet de vivre ce truc, à ce stade-là, tu vas dessus et tu te dis, bon, écoute, allez, je le fais. Et je veux vous dire, c'est le job que j'ai en ce moment. Ouais, c'est ça, parce que je suis directeur de com pour Société Générale et puis directeur de la fondation. Ah, j'ai une fondation, j'ai monté une fondation, enfin, on a monté une fondation en RDC, et puis dans mon poste chez Blisco, je m'occupais de l'ESG.
Donc, c'est carrément mon profil, hein, et tout ce que je vous dis depuis Unilever jusqu'à maintenant, j'étais sur des marques carrément qui avaient un purpose, hein, une raison d'être. Ouais, toi, c'est un truc pour toi. Je sais qu'on en a beaucoup parlé de ça, toi et moi, il faut faire des choses pas juste pour l'argent. À un moment, c'est pas ça qui est utile. Parce que je te promets que la gratification que tu as quand tu arrives à avoir de l'impact, c'est mieux que, tu vois, on te double même ton salaire. Ça, c'est un challenge. Hein. Les gens dites en commentaire parce que... Tu parles avec Kader. Tu parles avec Kader. Non, c'est clair. Kader, mon associé, qui disait que... Après, lui disait que les gens disaient aux gens d'entreprendre pas pour l'argent, entreprendre pour autre chose. Ouais. Alors que mon ami, effectivement, lui, il disait, en Afrique, là, les gens viennent d'abord pour l'argent. Mais c'est intéressant, du coup, comment toi, Là, on va prendre un exemple simple. Tes différents postes. Comment tu as trouvé le poste d'après? Est-ce que tu passes ta vie sur LinkedIn? Est-ce que tu passes ta vie à parler des chasseurs de tête? Parce que les gens se disent, c'est peut-être ça la solution. Peut-être c'est ça. Non, pas du tout. Alors, tu vois, par exemple, quand je quitte Unilever pour Friesland Campina, c'est un chasseur de tête sur LinkedIn. Ouais. Tu sais, dans le temps, je faisais quelques petits posts et tout, donc les gens. Tu postais déjà à l'époque? Ouais, c'est ça. Ça, c'est important que tu le notes parce que, vas-y, je te laisse finir les autres méthodes. Ouais. Donc après, quand j'arrive chez Friesland Campina pour quitter, c'est un chasseur de tête qui m'approche aussi sur LinkedIn. Bon, eux, ils voient clairement le contenu que je crée, hein, avec Mentor Afro au-delà du boulot. Les programmes, j'avais un programme chez Bonnet Rouge dans le secteur laitier, là, tu vois, de réveille ton potentiel, où j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire avec des agences pour aller parler de la bonne nutrition. Et les gars, dans un programme de 21 jours, écoute, enfin, Bonnet Rouge que vous avez vu après, qui est un peu disponible partout, on a fait un travail de fond, de malade. Faire le tour, tu vois, créer la demande, faire du push-pull et tout ça, et puis après, ça a pris, hein. Et donc, il y a eu ça, après Trace, moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Qui dit, attends, Wilfried, j'ai une amie, par exemple, qui cherche un directeur marketing et com et tout ça. Donc, mon CV, il passe. Et l'amie, en fait, elle m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Et là, c'était la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Attends, donc c'est une amie qui a vu un poste, qui a eu ton CV et qui après l'a envoyé à la banque. Ouais. Donc, qui envoie à la banque. Donc, je parle et puis, avec la DG, dans le temps, là. Que je salue au passage. Yassé et Eliane. Oui. Coucou. Donc, je comprends la problématique de la banque. Vous savez que c'est une banque de l'État, que l'État a voulu privatiser, ça s'est mal passé, ils ont récupéré. Crise de liquidité et tout ça. Je suis quelqu'un qui parle de leadership, qui parle d'engagement. Aujourd'hui, je vais le dire. Pourquoi est-ce que je prends le poste? C'est une étude de cas. Comment? Oui, tu voulais voir... Comment est-ce que je retrouve un comité de direction et je pense que le leadership était aligné avec moi. Donc, depuis l'entretien, elle a vu qu'au-delà de faire du marketing, de la com, moi, je venais pas de la banque, il y a plein de profils comme ça. Mais c'est le côté développement de leadership où tu peux venir et puis faire du développement organisationnel. Parce que le moral à zéro. Des démissions en cascade, des gens qui savent pas où on va et tout ça. Bon, après, il y a une nouvelle DG qui est là, il faut une nouvelle directive, on va où, comment on remotive le staff et tout ça. Et donc, moi, je viens et c'est surtout ça. Et elle a dit, hein, la vidéo est sur le net. La raison pour laquelle elle m'a pris, c'était que au-delà de ces aspects marketing comme là, il y avait ce volet, tu vois, développement de leadership. Donc, il faut quelque chose de plus que... Ce que tu veux dire, c'est les fameuses compétences fonctionnelles ne suffisent pas. Il y avait quelque chose en plus que pour ce job-là. Et je vous promets que peut-être en ce moment, si on m'avait proposé ce poste que j'ai aujourd'hui, j'aurais préféré aller prendre celui de BHCI. Parce que, tu vois, il y a du feu. Tes talents, c'est ça. Tu es un soldier, tu vois. Tu n'es pas un gars, tu cherches pas un travail pour te faire un truc à la fin du mois. Tu dois, bon, il y a des gens qui peuvent interpréter la chose, mais tu dois laisser une trace. Tu dois avoir je reviens toujours sur l'impact. Tu dois avoir apporté ta pierre à un édifice, à quelque chose comme ça. Et là, tant que tu rejoins un comité de direction et tout, bon, enfin, je travaille sur la redéfinition de la vision, de la mission avec tout le monde. Bon, bien évidemment, je monte un sondage interne. Bon, un gars du marketing de la com qui monte un sondage de satisfaction, engagement, employé. Il y a plein de gens qui savent les RH se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, par exemple, ça s'est bien passé. On monte le truc, on comprend carrément tous les problèmes. On clusterise clairement, quel est le cluster sur les problèmes. Avec le codir, honnêtement, tout le monde a adhéré. C'était une super équipe. Avec des action plans. Bon, après, sur les sujets, on commence à les adresser, communication au staff. Ils voient les progrès tangibles de comment est-ce qu'on est en train de ressortir un peu de la suite du bouffe. On commence à faire des crédits, on commence à faire pas mal de choses. Et puis après, je sais que le PCA m'a reçu.
les gens n'ont plus envie de partir. Ah, ils sont contents, voilà. Tu vois? Ils sont bien. Et que, voilà, donc c'est un Donc bon tu boulot. savais, oui, que c'était un case study pour toi. Oui, c'est ça. Mais les personnes qui t'ont recommandé juste avant, Ouais. c'est marrant parce que au-delà de tes postes, au-delà du fait qu'ils te connaissent, Ouais. il y a un moment où tu as dû leur communiquer que tu étais, ou alors ils te À la connaissent recherche. vraiment bien. Ouais. Non, mais pas à la recherche, mais que tu aimes les challenges, que tu aimes le feu. Ouais. Parce que, tu vois, on n'appelle pas tout le monde comme ça, tu vois. Sur des choses. Et puis, il y a plein de gens, c'est vrai ce que tu as dit. Il y a des gens qui allaient dire, non, mais je ne vais pas dans une banque en train de se casser la Ouais. Oui. figure. Il y a plein de Donc les ont gens dit, mais qui Wilfried, t'appellent. mais pour ton profil, qu'est-ce que tu vas, bon, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Et là, je vais dire à plein de gens qui regardent ça. Ouais. Quand tu as une vision, tu sais où tu vas. Les gens vont pas forcément te comprendre, mais tu sais où tu vas. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui veut faire le conseil demain. Mais ce que j'ai vécu là, cette expérience-là, Mhm. vraiment, ça, c'est un élément argumentaire pour faire du développement organisationnel dans une boîte qui se casse la tête. Ouais. Clairement. J'ai du vécu, je sais de quoi je parle. Bien Je suis sûr. pas un théoricien. Et ça n'arrive pas tout Non, le non. temps d'avoir l'opportunité De d'être travailler, au c'est cœur ça. de l'action Tu vois. d'une société à Et c'est- redresser. C'est ça. Et tu vois que ça revient à 70-20. 70% de la compétence acquise vient de l'expérience Ouais. professionnelle que tu as acquise. Et donc ça, c'était une expérience nouvelle. Il faut que j'y aille, que je rajoute. Voilà, c'est comme ça. Donc je suis un bouffeur d'expérience. C'est intéressant, mais du coup, ce que tu décris aussi est important pour les gens qui écoutent de se dire, au final, en fait, quand tu réfléchis à tout ce process, donc ta vision, etc., quand tu choisis de partir de là-bas, comment tu trouves le truc d'après? C'est ça Ok. la grande question. Ouais. Donc le truc d'après aussi, un recruteur, approcher LinkedIn. Non, en fait, toi, c'est chaud parce qu'en fait, t'es l'exemple typique du gars. Qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn? Mais en fait, il poste déjà depuis quand tu postes sur LinkedIn? Faut dire la vérité. Bon, en clair, de façon active, 2015. Depuis Ok. 2015. LinkedIn en Et 2015. Je sais explique même pas qu'est-ce si que tu quelqu'un postes. avait un compte LinkedIn. Tu avais un compte LinkedIn? 2015, Sky. Non, Bon, bah, moi, moi, oui. Mais Moi, j'avais pas. Toi, t'es un gars digital, mais moi, j'avais pas, frère. 2015, est-ce que je savais même c'était quoi LinkedIn? Et mettez en commentaire, est-ce que vous avez un compte 2015 sur LinkedIn? En Dites la quelle- vérité. En quelle année vous Ok. avez LinkedIn? Non, mais c'est vrai que, et puis avant de venir sur LinkedIn, surtout que c'était professionnel, c'est ça, je comprends le principe de proof of concept, hein. Mhm. Dans ce que je voulais driver sur mon 3 Pro, je le faisais sur Facebook d'abord. Ah, donc je sais que Facebook, t'as aussi une grosse audience. Comme l'audience, voilà. Donc, pour voir un peu l'appétence, voir un peu les trucs. Et quand je me suis senti un peu à l'aise, c'est là que j'ai basculé sur LinkedIn, en 2015. Donc Facebook, t'as commencé quand? Revenons. Non, l'année d'avant, je pense. 2014. Ok. Donc t'as quand même fait, ouais. Ouais, un peu Et l'idée pour toi, c'était quoi? De documenter ce que tu Ok. vivais? Ouais, donc il faut que j'explique. C'est Mhm. que tu vois, c'est qu'à un moment, tu as appris d'autres personnes. Tu as appris d'autres personnes, Mhm. et puis tu vois, ayant fait aussi l'ESCA, on a nos aînés, les anciens, Mhm. que je faisais revenir à Yamsoukro, tu vois, Mhm. j'étais de la junior entreprise pour venir apporter un peu l'expérience professionnelle Mhm. à nous qui étions en classe. Ouais. Et ça, c'est un élément différenciateur, hein. Parce que, en plus de la théorie, on a quelqu'un qui est auditeur, qui vient, qui nous explique son métier. Au vrai de vrai. En vrai, de vrai, quelqu'un qui vient, un truc après, à d'autres qui ont fait Wharton, qui ont fait plein de HEC, de Harvard et tout, ils reviennent aussi. Hmm. Et ils vous font rêver, ils vous racontent des trucs, tu vois. Donc, je faisais ça. Et donc, tu as appris beaucoup d'évanciers, de plein de choses. Et j'étais dans un programme chez Friesland Campina, j'étais dans le top 30, je pense. Mhm. Et puis, on m'a mis dans un séminaire à Dubaï, Mulcubator. Ok. Donc, avec des têtes de marketing, de trucs, et on devait, nous, concevoir des innovations, je crois, en 6 mois. Là où souvent, le business estimait que c'était souvent 2 ans, 3 ans sortir, des choses, tu vois. Je me suis senti privilégié de me retrouver dans, par exemple, ce programme. Et puis, en revenant, je ne veux pas dire la compagnie, mais bon, il a fallu avoir un crash. Et pendant que les gens paniquaient, Sérieux? je reviens dans le hublot. Je me dis, mais attends, là, c'est où? C'est au top, je peux nager. C'est je peux fini, faire c'est quoi, comment? je peux Ah. faire- Et puis, l'idée qui me vient, c'est, mais attends, j'ai fait programme talent, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé dans différents pays et tout ça. Mais si il y a un crash là, dans les médias, c'est je fini. pars avec tout ça. Hmm. Et mes 2 enfants même n'auront même pas pu profiter de ce savoir. Non, il y a un problème. Et quand on arrive à Abidjan, non, honnêtement, c'est comme un appel. C'est comme ça la chose s'est passée. Hmm. Quand j'arrive à Abidjan, et tu sais, j'avais l'habitude, quand je partais en programme, je revenais faire la cascade à mes équipes et tout ça. Hmm. Ça, c'est un truc important aussi à faire. Je venais faire la cascade. Et donc, quand j'arrive, je fais asseoir mes équipes, je leur parle un peu du programme et tout ça. J'ai dit, mais il y a d'autres personnes qui sont à la finance, qui sont aux ressources humaines, que ce que j'ai appris aurait pu tellement aider. Mais qui suis-je? Je vous dis, bon, l'enfant prodige est revenu, allez, tout le monde, venez prendre l'information. Non, on va te trouver zélé, on va te dire, mais ok, il y a les réseaux sociaux.
Ok, donc il faut que seulement je parte sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une première scène. Une deuxième scène. Mais KD, parce que là, j'étais maintenant un ancien. On a une activité qu'on appelait le RDV du management, où on fait venir des aînés, des anciens qui viennent et puis qui parlent, qui inspirent un peu les jeunes de Yamoussoukro et tout ça. Quand j'ai raconté mon parcours, comment j'ai été recruté, programme talent, après l'activité, quand je sors, tous ces jeunes, enfin, un grand groupe vient vers moi. Ils veulent en savoir plus, ils veulent garder contact. Et puis, je dis, mais moi, je peux pas donner un numéro, j'ai différents numéros dans chaque pays, je prends un numéro. Et il y en a un qui a dit, et il faut que si lui il me retrouve, il faut que je le retrouve, ce monsieur. Si tu écoutes, écris à Wilfried. Mais crée un groupe sur Facebook, et puis tu nous mets dans le groupe, et puis on continue la conversation. Je dis, mais un groupe, bon, j'appelle ça comment? Il dit, mais Wilfried's Group. Je dis, ok. Donc, j'ai créé le Wilfried's Group. Et j'ai une de mes cadettes de l'ESCA qui était dedans. Dans le groupe. Et un jour, elle s'appelle Sarah. Et Sarah a dit, mais le nom du groupe ne dit pas l'objet du groupe. Genre, c'est du mentorat que je fais. Donc, j'ai appelé la chose d'abord mentoring Côte d'Ivoire by Wilfried Assé. Donc, c'était du partage d'expérience. Donc, j'ai pris sur moi, tu vois, de partager tout ce que je sais. Depuis la scène dans l'avion. Oui. Tout ce que je sais. Et je me rappelle que j'ai un mentor qui m'a dit, mais Wilfried, tu t'arrêtes pas sur LinkedIn, tu te fais 2 posts. Donc, dans 10 ans, je fais 2 posts par semaine. Ah, mais 2 posts par semaine, ça va encore. T'étais même pas violent, mais sur 10 ans, c'est que t'as fait. Sur 10 ans, c'est... Mais 2 posts par semaine, 52 semaines, 104 posts par an, multiplié par 10 ans, t'as 1000 posts. Et donc, en début de semaine, je faisais de l'inspiration, motivation, et puis en fin de semaine, c'était learning, où je partageais quelque chose que j'ai appris. Où j'ai échoué, quelque chose qui est bon à apprendre et tout ça. Donc, ça m'a créé une communauté, les gens venaient en inbox, demandaient du mentorat, je le faisais gratuit, on faisait plein de choses. Après, il fallait structurer la chose. La vision commençait à être beaucoup plus grande. Bon, c'est pas une question de Côte d'Ivoire. Bon, attends, tu as été C-suite, tu as été un peu partout. Bon, tu peux étendre carrément la chose. Après, si tu recherches des mentors, tu as forcément un réseau pour ça. Et donc, tu vois, donc c'est comme ça que, après, la chose évolue. Donc, les gens. Cette soif de partage est venue, tu vois, non? Et donc, en fait, tout ce contenu, il étant sur les réseaux sociaux, tu peux lire la personnalité de l'individu. Tu peux voir un peu qui c'est. C'est quelqu'un qui est dans le purpose. C'est quelqu'un qui donne, et puis bon, bien évidemment, quand on est public là. C'est ce qui crée des opportunités. Voilà. Mais d'autres peuvent te dire que. Mais ça crée des problèmes. Oui, ça crée les gens te critiquent aussi plus. Bien Alors sûr. attention, ça c'est le grand débat où je voulais amener dans tous les cas Wilfried, parce que ça c'est là où lui et moi on a des grandes discussions. C'est est-ce que tu voulais même faire un moment, on a dit qu'on allait faire même une conférence. Est-ce que être visible est utile? T'as trouvé un super titre. T'avais dit. Est-ce que être visible, c'est utile? Par rapport à l'humilité. Ouais, t'avais dit quoi? Visibilité. On a une conférence dessus, à la nuit de l'Afro-Excellence que Mentor Afro organise en 2024. Visibilité et humilité. Ami ou ennemi? Voilà, c'était ça la grande question. Alors ça, c'est un vrai sujet. Moi, à un moment donné, je voulais vraiment insister pour que mes managers ou même les collaborateurs de manière générale, quand je dis insister, même mettre un objectif, mettre un objectif, que tu prennes la parole. Et en fait, j'ai vraiment, alors c'était même pas, enfin bien sûr, je sais que ça favorise l'image de l'entreprise, mais vraiment, c'était également pour eux. C'était également pour eux. C'est que c'est important que vous soyez identifiés comme des gens qui ont une expertise bien précise et que vous la communiquiez. Et comme ça, moi, après, je serais content, même quand ils partent, que voilà, cette personne-là, c'est l'expert newsletter mais voilà, c'est chez Totem qu'il a appris ça. Mais chaque fois, le point qui revient, c'est, je trouve que ça fait un peu ça fait un peu. Je me la raconte et j'ai peur des critiques. Donc voilà, Wilfried. Tu vois, et il rigole. Ça j'aime le sujet. C'est le sujet. Mais tu le vis et c'est important que tu le dises parce que je pense que c'est amplifié quand t'es en plus dirigeant. Parce que là, tu deviens quelque part, et j'ai déjà dit, en termes de fragilité d'image, les dirigeants est plus fragile parce que tous ses collègues, ses camarades, son comex ont la sensation qu'ils ont un mot à dire sur ce que tu dis au nom d'eux. Ce qu'un entrepreneur n'a pas, parce qu'un entrepreneur, en vrai, c'est sa boîte. Si ils aillent, c'est lui, c'est la boîte qu'on a su. Alors qu'un dirigeant, les gens disent, la boîte, nanana. Donc, comment toi, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui ne veut pas être visible sur les réseaux, mais qui
reconnais que ça peut être utile. Au nom de l'humilité. Au nom de l'humilité. Voilà, c'est ça. Donc, on va venir dessus. Bon, il y a un élément en termes de marque. Parce que bon, ma fonction, ça a été construction de marque. Ouais. Il est important de comprendre qu'une marque a des éléments distinctifs. De la même manière, tu as un logo, tu as un tone of voice, hein, tu as peut-être une couleur dominante, enfin, ce genre de choses. Tu as aussi l'image du dirigeant. L'image du dirigeant est associée à l'entreprise. Oui. Et donc, si tu veux communiquer sur ta marque, tu veux être une marque qui est forte, qui est connue, qui porte voilà, une mission, des valeurs, bon, enfin, qui a un savoir-faire et tout, tu peux pas être un dirigeant qui est muet. C'est pas possible. Moi, je recommanderais jamais à quelqu'un de le faire. Le dirigeant doit être visible, il doit prendre la parole au nom de son entreprise, il doit être vu. Et surtout, comme je dis, si par exemple vous avez une mission, tu vois, s'il y a une mission, vous avez une fondation, j'en sais rien, ou vous apportez aussi à d'autres personnes, il faut qu'on sente que le dirigeant est vraiment dans ses activités qui mène sur le réseau, porté sur le sujet. Ça renforce, ça crédibilise encore le point. Et puis bon, ça fait qu'on tombe pas dans du greenwashing, par exemple. Exactement. Il faut, étant partie intégrante de la marque, mais bon, tous les éléments distinctifs, il faut les activer. Ouais, il faut les activer. On peut pas, et puis tu es entrepreneur, je comprends pas pourquoi est-ce que tu portes pas ton projet. De quelle humilité on parle? Non, mais le pire, nous, on te parle des salariés. Ouais. Quelqu'un qui est dans une position de direction dans sa boîte, ils ont peur du regard des autres. On va le dire simplement. Vous pouvez tourner, monter, descendre. Humilité, mon œil, mes fesses. Moi, j'appelle ça juste, vous avez peur du jugement des autres. Ouais. Toi qui es dans le feu. Dans le feu de la chose. Parce que dis-nous, qu'est-ce qui a été le pire que les gens aient pu te dire sur toi, sur les réseaux, que tu as pu te reprocher sur ça? Bon. Tu as dû, à des moments, entendre des réactions des gens que tu sais que d'autres personnes... Mais quel type de réaction? Non, c'est des réactions de attends, tu te prends pour... voilà, tu veux te faire voir. Jusqu'à présent, j'en reçois. Hein. Et puis, ah oui? Tu reçois des gens qui t'écrivent ça? Non, ils vont pas me dire, par personne interposée. Alors ça, c'est... Voilà, merci. Parce que les gens qui reviennent dans notre podcast, le truc qu'on a remarqué, et d'ailleurs, on le dit, c'est pour ça que le leader est plus dur à faire qu'entrepreneur South Africa. Bon, déjà, entrepreneur, c'est facile, on a nous deux, on cause. Mais quand on fait le leader, le gros problème qu'on a, c'est que quasiment systématiquement, les leaders, les gens autour d'eux, c'est pas que les gens les critiquent. Ils disent, ah, on m'a dit que tu avais l'air comme ça. On a l'impression que, et c'est jamais la personne qui te dit, qui dit ce qu'elle pense. Et moi, je pense que c'est parce que c'est pas quelque chose de vrai, de fondé. Exactement. Priori, bon, j'ai mentoré peut-être près de 550 personnes aujourd'hui. Ouh, waouh. Oui. Hop. Vous savez que quand je dis ça et qu'on arrête, c'est pour parler de choses importantes. Mais cette fois, je vais pas parler uniquement de la tribu. Je veux déjà vous rappeler, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, la majorité d'entre vous, 55 à 60%, ne sont même pas abonnés. Je sais qu'on n'a pas tous les moyens, toujours envie de pouvoir aller jusqu'au bout et mettre de l'argent pour soutenir ce qu'on aime. Mais si vous consommez régulièrement ce podcast ou même que c'est plus que la deuxième fois, s'il vous plaît, faites un effort. Allez sur YouTube, cliquez sur le bouton abonner parce que rien ne nous permet de grandir et de faire grandir le podcast comme avoir un plus grand nombre d'abonnés et pouvoir montrer que vous êtes des suiveurs et des gens qui soutiennent régulièrement. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui ne veulent pas juste consommer, qui ne sont pas juste des spectateurs, qui veulent agir, qui veulent se développer, qui veulent étendre leur réseau, vous savez que le meilleur endroit est la tribu SOA. On vous a déjà parlé de notre super réseau social qui est sur Skool, sur lequel on échange de tout, de l'actualité, de vos problématiques personnelles et avec nous, Kayi et moi, directement, quotidiennement. Mais je pense que vous vous rendez pas compte de tout ce que les gens peuvent apprendre et tout ce que vous pouvez vous apporter en étant en contact d'Africains ambitieux de partout dans le monde. On est dans 13 pays, plus de 400 personnes. Il y a des meet-up maintenant tous les trimestres à Abidjan, à Paris, mais dans tous les autres pays. Et en fait, rien que ça, c'est quelque chose pour moi qui montre que ce n'est pas juste quelque chose que vous faites pour soutenir. Si vous rejoignez la tribu SOA, c'est que vous voulez vraiment faire le pas de plus pour avancer dans votre carrière, dans votre entreprise. L'un ou l'autre, les deux sont les bienvenus. Et pour rappel, la formule standard de la tribu, c'est 20 € par mois. C'est rien. 150 € l'année, 100 000 francs CFA l'année, c'est rien. Et la formule premium, celle où vous avez un coaching personnel de Kayi et moi sur votre trajectoire et votre ambition, ça, c'est un peu plus et vous le verrez dès que vous cliquez sur le lien ci-dessous. Donc, j'espère vous y voir très vite et je vous laisse continuer, mais ne continuez pas à juste consommer, pardonnez, donnez un peu et si vous pouvez, agissez et rejoignez-nous dans la tribu SOA. À très vite. J'ai parlé avec différentes personnes, j'ai vu un peu ces problèmes de confiance en soi, des gens qui ont du mal à être visibles et tout ça. Ouais.
il y a un certain complexe que je vois chez certaines personnes qui voient une personne faire quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Ah Ouais, ça, c'est une des raisons. Oui, c'est comme on dit, c'est la sécurité. quand on projette sa peur Ouais. dans l'action de quelqu'un d'autre. Voilà, de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une des raisons que moi, j'ai vu dans tout ce temps. Après, tu as des gens qui savent pas forcément ce que tu fais. Ils ne prennent pas. Moi, je parle de mentorat et tout. Les gens se disent, mais bon, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas en quelle année là. Bon, ça, c'était par personne interposée, c'est vrai, mais est-ce que lui peut être mentor? Parce que pour lui, un mentor, c'est un monsieur avec la barbe blanche qui a 70 ans. Tu étais jeune quand tu as fait mentor pour eux. Oui. Mais je mentorais une cible que ce que j'ai appris en temps jeune pouvait aider. Ouais. Tu vois? Bon, t'as les cheveux blancs maintenant, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, peut-être ça va les conforter. Ça va les calmer. Ça va les calmer. Vous avez eu ça. Moi, j'ai pas encore. Je cherche mes cheveux blancs depuis pour être crédible. Tu vois? Et c'est des choses que les gens ne savent pas. Tu as vu, il y a eu une avalanche de coachs sur les réseaux. Et puis après. Oui. Comment tu le vis, ça aussi? Coach et tout ça. Non, moi, a priori, c'est du mentorat que je fais. Comme j'ai dit, il y a une différence. Tu as de l'expérience et tu viens partager. Regarde, il y a une dame qui a été, juste avant de rejoindre l'univers, je fais un petit stage, un petit coin quelque part là. Et il y a une dame qui a été ma patronne. Aujourd'hui, je suis son mentor. Ah ouais? Tu étais ta patronne quand tu étais jeune. Et maintenant, tu la mentors. C'est ça. Mais voilà. Et tu vois, la preuve d'humilité qu'elle dégage, parce qu'elle voit que, attends, mais Wilfried, dans l'expérience que tu as, je peux apprendre auprès de toi. Et tu vois que, et même tu m'inspires parce que en termes de comment tu as évolué, tu as fait le truc, c'est quelque chose que je veux pouvoir réaliser aussi après. La vie tourne. La vie tourne. Et moi, je l'ai dit au début, j'apprends aussi, par exemple, certaines choses d'autres personnes qui sont plus jeunes que moi. Tu vois, il y a ce truc aussi en Afrique de l'âge it's just a number, guys. C'est juste un chiffre. Je peux apprendre de tout le monde, en fait. Donc, il y a un peu d'humilité dedans. Et généralement, c'est moi, je pense, les contemporains. Les gens qui ont fait l'école avec toi, les gens qui ont, qui ne pouvaient pas s'attendre peut-être que tu aies ce positionnement-là après, ou bien qui sont peut-être tes dévanciers, qui, eux aussi, ils ont fait école d'excellence et tout ça, mais bon, tu te fais trop voir, non, je me fais pas voir, je porte une mission, guys. Oui. Je veux éveiller certaines consciences, je veux que plus de gens comprennent que, attention, d'ici 2100, il pourra avoir un chaos en Afrique et dans le monde. C'est ce travail que je suis en train de faire avec mon ton info. Peut-être je l'explique en même temps. Oui. Le truc, c'est quoi? Je vous dis de façon simple. C'est que, tu vois, il y a un outil là qu'on appelle Global Talent Index, qui permet un peu comme l'IDH qui a fait un peu de bruit à Abidjan. Donc, il te donne un score aux différents États en fonction de leur capacité à identifier, développer et puis retenir les talents. Oh, wow. OK. Je connaissais pas. Voilà. Bon. Par la grâce de Dieu, le programme talent, moi, j'ai vu ça. Moi, je suis venu, je crois, en 2014, je sais plus. Et tous les pays africains sont au bas de l'échelle dans ce scoring. Oui, c'est notre plus gros problème. Les gens talentueux se cassent. C'est ça. C'est ça. Donc, bon, moi, je suis africain. Et j'ai pu, être C-suite. Oui. T'aurais pu te barrer, hein. Pour être très clair. Les profils comme toi, normalement. Ils reviennent pas. Ils ont chopé un truc dans un autre pays, c'est terminé, on les revoit plus. Non, mais moi, mes contrats, même si j'étais C-suite, écoute, je n'ai pas envie de payer 50% de taxes. Ah, tu veux revenir aussi. Voilà, faut dire aux gens un peu, c'est d'où ici. Tu peux signer, et puis on va en parler, cette histoire de strate, de salaire et tout le reste là. Mais attends, si c'est possible, tu signes dans une filiale, au local, tu payes 30% d'impôts, c'est fini. Ah, ça c'est intéressant aussi. Il faut qu'on parle de ça aussi. Alors, c'est un truc que tu couvres aussi dans le mentorat, toi. Et c'est vrai que beaucoup de gens, des fois, nous posent la question et je leur dis souvent, ce qui est bien, c'est que moi, souvent, je les renvoie vers toi en disant, il y a une stratégie de salaire en tant que dirigeant. Une stratégie même de richesse. Parce que, alors, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais t'as aussi diversifié un peu. T'as fait un peu d'immobilier aussi. Ouais, bon, ça, c'est des investissements de petites choses. Je suis pas expert de ça. Évidemment, t'es pas expert, mais tu as... la stratégie de salaire, ça c'est intéressant. Si tu peux élaborer pour les gens qui se posent la question, OK, parce que les gens, beaucoup de gens, alors là, je parle beaucoup de gens de la diaspora, c'est vrai. T'as deux extrêmes. T'as les talents de la diaspora qui ont peur qu'en tant que dirigeant, ils puissent jamais gagner assez ici. Et t'as ceux d'ici qui ont peur qu'ils ne soient jamais acceptés ou qu'ils n'aient jamais les codes pour pouvoir devenir dirigeant. T'as un peu les deux moi, c'est les deux types de gens que je croise souvent qui écoutent le podcast. Qu'est-ce que tu dirais à chacun d'entre eux en termes de stratégie salariale, en fait? Ne voulez pas que je finisse rapidement, toi, il faut là, des trucs là. Vas-y, t'as une donc voilà. Tu vois, donc, au bas de l'échelle, en tant qu'Africain ayant été C-suite, je dis, mais non, c'est pas possible. Il y a trop de talents qui sont là, mais bon, ils sont pas identifiés, ils sont pas développés. Tu vois, ils sont pas souvent aussi retenus, hein. Simplement. Ça, c'est la vérité. Et puis après, tu as un autre élément. Regarde, par exemple, cet outil-là, il y a l'INSEAD, donc cette bonne école de commerce, là, qui pendant 10 ans te montre aussi une étude, Global Competitiveness Talent Index. Donc, c'est vraiment le même principe, de sorte aussi que
c'est le même résultat. Tous les pays africains sont au bas de l'échelle. En tant qu'Africain, ça me fait mal. OK. Et il te montre une autre courbe, en fait, où il y a une forte corrélation entre ton score Global Talent Index et puis ton PIB par habitant. Quand j'ai vu cette courbe, j'ai dit, ah, voilà. Ça, il faut envoyer ça à tous les présidents, tous les dirigeants. Il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, OK. Donc, ça me dit simplement que plus j'ai un score qui est élevé, plus je peux influencer l'économie. Ah. Voilà. Je peux influencer l'économie. Donc, PIB par habitant, je peux développer la richesse d'un État. Tout passe par les talents. Oui. Voilà. Donc, les talents sont le socle de la chose. Maintenant, l'élément qui fait peur, c'est que d'ici 2100, on nous dit qu'un peu plus d'un tiers de la population mondiale sera africaine. Donc, aujourd'hui, imagine que le contexte actuel reste le même. Projetons-nous dans, 75 ans environ. Et là, moi, je dramatise pour dire qu'il y aura sûrement un chaos. Parce que tout ce qui est corruption et inégalité du genre, tous ces problèmes seront exacerbés, multipliés et tout. Et la façon d'éviter ça, c'est de façon naturelle. Hein. Si tu arrives, pas seul, hein, je vais dire, c'est un gros travail, c'est un gros chantier. Ouais. Si on arrive à se mettre ensemble à créer plus de talent, et pour moi, le talent, ce sera la personne, compétence technique exceptionnelle, relationnelle exceptionnelle, et puis je rajoute, et ça, c'est le petit grain de sel de Wilfried Assy, compétence en bonne gouvernance. Parce que les deux premiers là, tu les as, et puis un matin, on affiche tu décroches le prix national d'excellence, tout le monde voit le truc. 2 mois après, on te dit, ouais, écoute, détournement. Ouais, il y a aussi l'éthique. C'est un vrai sujet. Voilà. Donc, pour moi, le talent, il faut cette chose-là. Donc, c'est le travail que le mentor est en train de faire. Mais attendez, un truc pareil, c'est même pas pour moi. On parle de 2100, je serai pas là. Voilà. C'est un travail de fond, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on peut, justement, profiter de mentors afro? Ah oui, bon, c'est bon d'en parler aussi. Oui, important. C'est que, effectivement, c'est des mentors et puis aussi des personnes qui veulent se faire suivre. Donc, déjà, c'est bon. Il y a combien de mentors? Non, il y en a plein, mais en ce moment, on passe au format appli, là, bientôt. Donc, ça va permettre d'onboarder facilement tout le monde. Parce qu'après, tout ce qui est coaching mentorat, c'est différents fichiers d'outils. Ouais. Faut essayer de streamline un peu les choses. Ouais. Donc, voilà. Mais en tant que mentor, hein, honnêtement, si tu as une expérience internationale, ça sera un plus. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir mettre tout le monde aux standards internationaux. Voilà. C'est vraiment important. Bon, je dis pas, tu as voyagé, tu as été à New York. C'est pas en vacances. C'est pas ça. Tu as des standards internationaux de travail. Tu as travaillé en dehors de ton pays. Voilà. Idéalement, ça, c'est un plus, tu vois. Et puis, des personnes qui sont excellentes, qui ont des preuves tangibles de succès. Il y a des gens qui nous ont approchés. Oui. Quand ils ont vu le formulaire, ils n'ont pas rempli, ils sont partis. Parce qu'on te demande des preuves tangibles de succès, des réalisations professionnelles ou bien entrepreneuriales. Ça, c'est important. Là, c'est dans le choix des mentors. Ouais. OK. Tu vois. Donc, tu as ça. C'est important. L'excellence, c'est bien que tu le dises. Ce n'est pas juste une attitude, c'est pas une ambition. Il y a des preuves tangibles de succès. Exactement. Voilà. C'est pas que je suis DG et puis, moi, je suis DG, hein, donc prends-moi. Non. On sait comment les gens qui arrivent à certains postes. On peut pas rentrer. J'adore. Voilà. Merci donc, bien. super scrutinized, tu vois, le truc. Parce que, tu vois, le challenge est trop grand. Ouais. On peut pas se permettre d'en faire un truc de copinage de choses, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as la sélection dedans. Et puis, tu as des mentors qui sont bronze, silver, gold, platinum. Donc, en fait, c'est de l'accompagnement qu'on fait de personnes. Donc, si tu es mentor bronze, tu peux accompagner quelqu'un qui est manager, un nouveau manager. Et puis, quelqu'un qui est un aspirant manager. Si tu es silver, moi-même, je suis silver. Tu vois, donc, tu peux accompagner quelqu'un qui est un directeur ou bien manager, tu vois, ou bien, d'une certaine mesure, un aspirant. Quand tu es gold, c'est que tu as fait du general management. Tu as été general manager, country manager, PDG. Gérer différentes fonctions d'une entreprise. Tu vois, par exemple, moi, au niveau de Vlisco, étant dans le board du groupe, c'est un rang de DG, carrément. Mes collègues, c'est DG du Niwax, des trucs, on était se retrouvé au board à Helmond, là, aux Pays-Bas. Mais j'avais un rôle qui était fonctionnel. Voilà. Et je le dis, il y a des gens qui n'ont pas été trop d'accord avec moi, je le dis. Être quelqu'un qui est comme, dans certaines boîtes, on va dire vice-président marketing ou bien il n'y a pas de problème. Mais si on te donne la boîte à gérer. Le PNL complet. Le PNL complet. Tu peux gérer l'usine, toute une équipe commerciale, tu peux gérer la finance, tu vas comprendre tous ces trucs. Non. Enfin, aujourd'hui, peut-être, j'ai touché, je connais un peu, tu vois, ces choses, mais j'ai pas pratiqué. Donc, moi, tu me donnes un poste de DG aujourd'hui, je me fais mentorer par quelqu'un qui a un gold. Oui, naturellement. Quelqu'un qui a un gold, tu vois, qui va me dire, écoute, voici les réflexes, ça va me permettre d'avancer vite, et ainsi de suite. Mais c'est bien que tu lis le mentorat à tout type de niveau, parce qu'on a toujours cette idée reçue que mentor égale jeune avec un ancien. Alors que là, tu dis que demain,
tu prends un poste de DG, ton premier réflexe, c'est je prends un nouveau mentor. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites que lui, il a fait. Il a déjà traversé là-bas. Il va me montrer comment on fait. Tu vois? Et c'est exactement la logique de niveau que nous, on avait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, si tu es un DG aussi, tu t'arrêtes pas là. Hein. Un DG ou bien un PDG régional, bon, tu as monté une boîte qui est ici, un peu en île Maurice, un peu partout, mais bon, pourquoi tu cherches pas à être global? Tu peux te connecter à quelqu'un qui est global, qui est un platinum, qui lui, bon, voilà, il a pu s'étendre jusqu'à ce niveau, tu vois. Il pourra te montrer les tips, te donner des contacts, tu vois, pour que tu y ailles. Et donc ça parle de, bon, je vais pas citer de nom, il y en a qui sont ici, hein, on les voit déjà comme des gens accomplis, mais non, vous n'y êtes pas. Il y a Toujours encore pas. des étapes. Oui, t'es pas encore global. Ouais, parce que si tu cherches pas à aller sur l'étape d'après, bon, t'as de fortes chances aussi de te faire remplacer. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. C'est un peu le message, tu vois. Ouais. On y aille. Il faut qu'on se retrouve sur cette scène. Il faut qu'on soit partout. Il faut que quelque chose qui vient de Cotonou se retrouve de l'autre côté, tu vois, d'Addis Abeba, ainsi de suite. Pourquoi pas? Le chemin, il est là. C'est possible. Tu vois, parce que j'ai une vidéo de Barack Obama qui dit, don't let them make you think that you don't belong. Tu vois, faut pas que les gens te fassent croire que tu peux pas. Oui, parce que tu te retrouves dans les codes dire groupes ou bien dans des trucs avec les autres, mais bon, c'est ça quoi. Tu vois. C'est super intéressant. Franchement, ce que tu dis là, cette mission, j'avoue, je pense que beaucoup de gens d'entre nous, beaucoup parmi nous l'ont senti. Dès que tu es dans le business, à un certain niveau de responsabilité, tu sens que le talent, ça va être un vrai sujet et que notre futur va beaucoup dépendre d'à quel point tout le monde parle de la vague de gens qu'il va falloir former. Ça parle d'IA, ça parle d'éducation technique. Mais je pense que tu as un vrai sujet sur un moment, c'est pas juste là où tu as raison, c'est que là, on parle du 10%. Tout le monde se concentre sur le 10% académique. Non. Alors qu'il y a le 70% d'expérience qui est celui qui fait, en fait, le lien vers le PIB qui change. Ce n'est pas juste dire, on veut que les gens aient plein de bons diplômes. Non. On s'en fout à la limite, sexe. Regardez, moi, je suis allé faire HEC, je suis executive master après des trucs. Bon, j'ai réactivé un peu le truc, mais bon, moi, je suis allé porter mentor à fond en thèse. Ouais. Mais ça, c'est un point, alors, au-delà du truc aussi que dont je parlais parce que quand je disais tout à l'heure un peu ta stratégie un peu de richesse, t'as aussi énormément investi sur toi. Bon, nous, on en parle tout dans le podcast, mais tu peux rapidement dire aux gens, en fait, à chaque étape, bon, déjà, t'es retourné en Angleterre alors que tu es obligé. T'as pris des formations à chaque étape. Et que c'est pas la boîte qui a payé à chaque fois. Non, pas souvent. Et si tu peux, toujours pour appuyer cette question-là sur l'apprentissage, c'est si tu peux aussi évoquer les différentes formes d'apprentissage que tu as fait. Parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, tu dis, faut continuer de se former, mais, tu peux aussi, on est obligé aussi de se rendre compte que les gens, ils se disent, il a raison, je vais me former, puis ils se disent, bon, c'est quel master que je paye? Parce que non, mais parce que c'est ce qu'on a connu. Oui, les gens vont, donc le réflexe, c'est d'aller chercher. Là, vu que tu vas nous expliquer un peu ton parcours d'apprentissage, que tu nous parles aussi des formats, est-ce que c'est des livres, des mentors, des conférences, voilà. Ok. Moi, je lis pas les livres, je vais surprendre. C'est intéressant. Depuis quand j'ai fini mon premier master, là, SK, je faisais les cours de langue, j'ai plus ouvert un seul livre. Et les livres sont la déco. Parce que je parle à ceux qui écrivent les livres. Ah, ça, ton truc, toi. Et quand tu dis tu parles, c'est quoi? Vous faites un dîner? Ah, ok. C'est du mentorat. C'est structuré, oui. Je me fais suivre. Donc, moi, j'en parle, je continue. Moi, j'ai des mentors. Il y a des personnes à qui je parle toujours, tu vois, Mais c'est important, tu leur payes. Et est-ce que tu payes? Parce que tu vois, les gens, des fois, ont honte de payer leur mentor. Non, mais faut payer. Payer. J'ai mentor à faux, finalement, faut payer. Attends. Oui. Mais bien sûr. C'est un vrai sujet parce que les gens, souvent, ils disent, les gens ne veulent pas me mentorer. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas payer. Oui, mais après, ils vont dire, si je paie, mais j'ai pas la certification, j'ai pas le diplôme. C'est ça, le même débat. Tu vois, on revient à le même. Yo, ça me plaît ce que vous dites. C'est ça. Parce que, en fait, a priori, what the hell? Tu cherches un papier. Mais passer un moment avec quelqu'un qui peut te montrer comment est-ce que, en fait, l'étape où tu veux partir, là, comment est-ce que lui, il a pu traverser, en fait, cette étape, les challenges et tout. Il peut te parler d'autres expériences de ce qu'il a vu aussi. Honnêtement, je veux dire, tu fais quoi avec le papier, au fait? C'est ça. Non, le papier, c'est rien, mais ce qui rentre dans tu prends des notes, il n'y a pas de souci. Mais c'est que tu reçois, c'est d'une richesse énorme. Le papier, c'est quoi? Tu as déjà un premier diplôme avance. Tu vois, oui, c'est comme ça. Moi, j'ai un mentor qu'on a dit à l'NPHB, là. T'as prépa, concours et tout, tu vois, des gens qui font des coups bas aux autres, hein, on appelait ça l'esprit prépa. Attends, moi, j'étais le gars qui étudiait, certes, mais qui faisait sa vie en tant qu'étudiant, qui faisait la fête aussi, hein. Oui, je me suis bien amusé et tout ça. Parce que, quand j'ai
un mentor, donc un dévancé qui était là, quand il était venu me voir une fois à Yamoussoukro, il a dit, hey, écoute, ne t'embête pas avec ces histoires, hein. Ici, c'est une étape. Prends ton diplôme. La pression, le stress qu'ils vous mettent, c'est pour voir qui peut résister. Pour que demain, ça puisse vous permettre, quand vous êtes dirigeant, il y a une situation difficile, tu dis pas, bon, il est 16h, moi, je ferme, je pars, je réfléchis demain. Vous ne serez pas des paresseux, c'est tout. C'est tout. Et très tôt, tu as ça comme info. Bon, tu stresses pourquoi? Je fais ce que je peux. Et puis voilà. Donc là, tu parlais du format de discussion avec les mentors. Juste pour rester encore sur ce point-là, il suffit pas juste d'écouter. On parlait tout à l'heure d'écoute active. Qu'est-ce que tu appelles écoute active? Écoute, l'écoute active, hein, c'est le fait de... C'est vrai que écouter peut sembler être quelque chose de passif. Mais quand on te met actif dessus, on peut dire qu'il y a une façon de mieux écouter. OK? Donc, par exemple, là, on est en train d'avoir des échanges, on a le contact visuel, hein, donc je fais de gauche à droite et tout. Parfois, vous reformulez ce que je dis, donc il faut reformuler souvent ce que la personne dit. Donc, elle comprend que tu l'as écouté et que tu cherches à t'assurer que vous êtes aligné. C'est aussi ne pas être distrait. Aujourd'hui, on a des téléphones, on a plein de choses. Bon, imagine, on est en train de parler, moi je regarde ma montre, ou bien je regarde mon écran, je te regarde même pas, je te donne le message inconscient que t'es pas très important ou bien chose, tu vois. Donc, ça c'est extrêmement important parce que il y a un élément qu'on oublie. Bon, c'est vrai que vous avez parlé de payer le mentor, mais aussi lui donner, en fait, toute l'attention. L'énergie. Quand tu lui donnes cette attention, tu lui donnes cette envie de te donner plus. Moi, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai vraiment ressenti la différence parce que j'ai un mentor, par exemple, qui a été approché par plusieurs personnes. Et en fait, bon, il l'a jamais dit, mais je sens que quand les personnes sont pas actives dans l'écoute ou dans le feedback ou revenir vers eux avec des avancées, c'est pas eux qui vont revenir vers la personne qui est mentorée. Ça, c'est... Pas du tout. Ce que tu dis, c'est vrai, dans le format de mentorat, le mentoré doit pousser pour la relation. Ça, c'est important. Ça, c'est hyper important parce qu'a priori, c'est vrai que tu as des gens qui ont envie de donner. Oui, mais faut ils pas n'ont non pas plus le temps. C'est des gens super calés, qui ont de l'expérience, qui ont des trucs. Faut respecter le temps qu'ils accordent, tu vois. Et honnêtement, dès que quelqu'un vient, il se fait mentorer, et je vous promets, dans les programmes, j'ai testé tout ça longtemps. Il y a plein de gens, c'est juste pour te connaître, quoi. Ils ont vu que, toi, tu es comme un CMO de traces, des trucs. Tu vois, il y a un truc. Bon, permettez-moi de dire, désolé, je veux pas insulter, mais c'est pas de la substance. Beaucoup de gens recherchent, c'est dit, je connais celui-là, les publics, les trucs. Non, s'il vous plaît, frères africains et sœurs africaines, arrêtez ça. Rien. C'est des gens naturels comme nous. Mais par contre, profitons de l'expérience. Donc, il faut que le temps qu'il t'accorde, tu le respectes. Il va pas se connecter puis en train de t'attendre. Être en train de t'attendre, ça n'a pas de sens. Donc, tu l'as dit, Kayi. Vous entendez sur un action plan, il y a des choses que tu dois aller faire. Peut-être tu reviens vers lui dans 3 mois. Il faut que tu les aies fait. Ça montre ton sérieux, ça montre que c'est quelqu'un qui a envie de se développer. Sinon, on arrête dans l'immédiat. Il y a quelqu'un d'autre qui attend. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Faut payer si on demande de payer. Si la personne te dit, écoute, ces trucs, parce que, et puis quand tu le fais, tu montres que tu apportes une contribution. Ça montre un sérieux quand même. Tu vois? Mais si c'est du gratuit, honnêtement, j'ai essayé le gratuit pendant 7 ans. T'as essayé 7 ans de gratuit. Il y a des gens qui m'ont appelé et qui disent, attends, Wilfried, certains de mes amis là, de l'ESCA, il a dit, mais Wilfried, arrête. Facture ce truc, attends, toutes tes connaissances, tu entends, non. Sur mentor à faute, tu veux dire. Et donc, le truc, c'était quoi? J'apprenais, je vois un peu les choses. Moi, je dis, tu fais du gratuit, c'est max 10% d'engagement. Waouh. Yes. Ça marche pas. Et quand t'es payant, c'est bien mieux. Oui, attends, les gens qui payent, ils sont sérieux. Et puis après, il y a des résultats. Tu vois, souvent, je fais des posts à quelqu'un que j'ai suivi, il vient de décrocher sa promotion, il est ailleurs et tout. Ouais, c'est clair. Ceux qui payent, ils prennent leur truc au sérieux, ils suivent, tu leur donnes des choses à faire. Je suis d'accord, c'est la même chose qu'on a eu sur la tribu, nous. C'est qu'au début, on l'avait fait gratuitement. Il y avait beaucoup de gens qui venaient par curiosité. Pur, c'est pas méchant, c'est juste, ils sont curieux. Mais ils sont pas déterminés. Ils sont pas, c'est ça. Et ils sont pas dans l'action. Et quand on a commencé à payer, la qualité s'est élevée énormément. Voilà, c'est ça. En termes d'engagement. C'est pour ça que nous, on est très fiers dans la tribu. Là, je regardais, c'est quand même une tribu où tu as plus de 250 personnes maintenant et tu as plus de 72% qui se connectent au moins une fois par mois. Ouais, c'est super. Ça. En fait, les gens viennent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on discute. Donc, c'est la figuration. Non, mais... Donc, tu as parlé de... Est-ce que tu as un autre type d'apprentissage peut-être que tu avais sous-estimé que tu... si. Non, tu l'as dit. Donc, j'ai même demandé, moi, c'était quoi mon modèle d'apprentissage. Mais vraiment 70-20. C'est-à-dire que je suis très stratégique. Je me dis, bon, écoute, le diplôme, c'est 10%. J'en ai eu un, diplôme de l'ESCAP. Belle école compétitive de renom et tout. Mais donc, le 20%, et tu vois,
le 20% qui vient de mentorat, coaching, apprendre des autres. Et donc, il a un effet double, en fait. Ouais. Sur les transmissions de skills que d'aller m'asseoir chercher un certificat. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui était coach, il dit, moi, j'ai jusqu'à 16 certificats. Je l'ai regardé. J'ai dit, bon, j'ai bien envie de te poser la question. C'est que tu vas aller faire avec les certificats après les certificats. Comment est-ce que dans ton entrepreneuriat ou bien dans la boîte, tu as mis ça en œuvre? Merci. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, c'est que tu vas aller perdre ton temps. Exactement. Honnêtement. C'est pas un nombre de certificats. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je sais faire? Comment je mets le truc en pratique? Et ainsi de suite, tu vois? Donc, vraiment, le 10%, après l'école, le premier master, là, moi, je m'emmerde pas dessus. Et souvent, tu es dans des entreprises où c'est academy school, academy companies, comme je dis, des écoles, des entreprises écoles, on peut dire. Quand je suis Unilever, j'ai des programmes de développement. Après, chez Friesland Campina, pareil. D'autres entreprises aussi, c'était pareil. Donc, tu n'as pas forcément chose. Et tu vois, j'ai demandé, par exemple, à mon mentor, Dave Lewis, qui était au niveau du board global de Unilever, donc 60 milliards d'euros de CA. Je lui ai dit, mais pour être là-bas, tu as dû faire Harvard ou bien un truc. Il a dit, non, il a un bachelor de l'université de Cardiff. Et puis, il dit, c'est l'expérience qu'il a acquise. Bon, il a été en Amérique du Sud, il a fait tous les marchés sur lesquels il a été, les fonctions qu'il a occupées. Tu vois, ça rejoint encore le 70% en question. Tu vois. Donc, le 20%, je me fais mentorer. 70%, je cherche des expériences. Mais sur les expériences, quand tu es en entreprise, c'est vrai qu'on vit tous des expériences. Mais moi, j'ai l'impression que, tu me diras, mais j'ai l'impression en t'écoutant que tu vas plus loin que juste vivre l'expérience. Quand tu nous as parlé de ton expérience chez à la banque de l'habitat, enfin ce redressement, tu l'as exposé vraiment comme un case study. C'est-à-dire que j'ai même l'impression que après certaines expériences marquantes, tu les documentes de telle sorte que tu t'en souviennes, de telle sorte que finalement tu crées ton contenu d'apprentissage, tu vois. Parce que moi, c'est un truc que je regrette personnellement, c'est que je sais que parfois je vis des moments où j'apprends beaucoup. Voilà. Donc, j'apprends, donc on va dire que mon intellect, ma mémoire, si j'ai une situation pareille, va se replonger dedans, va se rappeler de cette situation, mais je n'ai pas ce réflexe de conscientiser que j'ai appris quelque chose. Alors que, bon, en fait, moi, comme j'avais pris l'initiative, bon, j'ai eu cet appel, honnêtement, de tout partager. Ah oui, voilà. En fait, c'est ça le vrai pouvoir. En fait, c'est ça qu'il allait dire. Depuis ce que j'étais en train de me dire, en fait, l'apprentissage, la clé dans l'apprentissage, on en a déjà parlé dans l'épisode avec David, on en a parlé plusieurs fois, c'est l'action qui suit. En fait, où tu notes, mais le mieux à l'heure actuelle, c'est de partager. Parce qu'en plus, quand tu partages, tu apprends. Tu apprends toi aussi. C'est là où tu pratiques. La méthode Feynman, j'ai appris ça avec David Fontalier, regardez l'épisode, il nous a appris ça, c'est tu apprends en faisant. Et surtout, tu apprends en apprenant à quelqu'un d'autre. C'est là où tu élèves ton niveau de maîtrise, c'est quand quelqu'un d'autre doit l'appliquer. Tu dois articuler la chose, et donc tu dois être plus précis. Tu vas même peut-être faire quelques recherches pour encore enrichir ton propos. Donc voilà une autre raison pour un dirigeant de poster régulièrement, de partager régulièrement, et même de mentorer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu élèves ton niveau de maîtrise. Sans compter le fait que j'imagine que tu trouves des talents à recruter après. Ouais, bien sûr. Puis après, plein de gens me demandent, écoute, Wilfried, on cherche, parce qu'on a une communauté aussi, comme un réseau à lui. Vas-y, dis-nous de combien de personnes aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui, enfin, à la base, c'est 500 quelques. Ouais, que t'as formé, 550 que t'as mentoré. Tout cela. Voilà. Donc, maintenant, tu en as 250 dans le groupe WhatsApp, il y a d'autres que j'ai ailleurs un peu. Et puis après, tout le monde va se rejoindre, en fait, des choses. Parce que c'est différents programmes. Il y en a qui sont très corsés, où je parle à certains directeurs, des managers et tout. Bon, donc, et t'as déjà utilisé la méthode de recrutement de Unilever, là, toi-même, pour recruter des talents? Bon, c'est vrai que, par le même setup avec les caméras, les gens s'attendent pas au truc et tout, on veut les voir réagir de façon naturelle. Non, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire et j'aurais vraiment souhaité que tout ce que les gens appellent programme talent dans les entreprises passe un peu par des processus aussi assez corsés. Toute entreprise qui entend ça, venez vers Wilfried. Mais maintenant, je me rends compte que tu dois connaître Oriane. Oui, Oriane, oui. Oriane, elle a mis en place justement, énormément sur ces sujets de recrutement, de recrutement, de process de recrutement, et je fais le lien justement avec Unilever. Oui, elle est venue de là-bas aussi. Et elle a été management trainee, je crois, 2 promotions après moi. Tu vois. Ils connaissent. Connaisseur connaît. Et les gens te diront, les gens qui ont fait le programme, on va dire graduate, ou bien un truc. Au Nigeria, j'ai fait qu'au Nigeria, travailler là-bas en Afrique du Sud, un peu partout.
ils sont un peu atypiques quand même. Oui, c'est des talents, comme tu as dit. Voilà, tu vois, il y a ce truc-là. Et puis, ça reste en eux, hein. Ça reste pas. Non, mais faudra qu'on fasse, l'épisode sur Wu. Tu connais le livre? Lui de recrutement. Ah oui, non, tu as dit. Lis pas, lui. Mais je suis sûr que tu lui expliques, il va te dire, oui, exactement. Oui, le livre c'est tel modèle d'étude qui a été prouvé. Lui, c'est un homme d'études. C'est ça. Tu sais, tu le vois comme ça, il t'a dit, il a fait une thèse. Donc. Mais pour le coup, ils ont vraiment, effectivement, étudié la manière de recruter des entreprises. Ils se sont rendus compte que 90% des entreprises recrutaient de la même façon et que ces 90% avaient les mêmes plaintes après. Donc, il fallait, en fait, se concentrer sur une autre façon de recruter qui demande plus d'investissement. Mais finalement, c'est plus d'investissement en temps qu'en argent. Non, finalement. C'est faire des tests que tu as préparé, que tu testes. C'est surtout de la veille permanente. De la veille permanente et de pas créer un réseau. Voilà, ne pas chercher quand tu as besoin. C'est clair. Et tout le temps en veille de talent. Les gars, du coup, il va falloir malheureusement qu'on mette fin. Wow. Désolé, vraiment, mais du coup, là, il faut qu'on y aille. Le truc qui est important, Wilfried, qu'on a l'habitude de faire nous, c'est, pour résumer cette discussion, on va te demander de choisir un seul mot. Et les gens qui sont arrivés jusqu'au bout, parce que là, on a quand même fait presque 1h45, voire plus, ils sont arrivés jusqu'au bout, pour te montrer qu'ils sont arrivés jusqu'au bout, ils vont faire un commentaire en utilisant le mot que tu as dit. Wow. Ok, interesting. Voilà, donc... en attendant, abonnez-vous. C'est gratuit. Vous voyez les grands patrons qu'on déplace juste pour venir vous voir. Donc, vous avez intérêt à bien utiliser le mot. Donc, j'ai un petit moment de réflexion. Hein. Non, prends un petit moment, choisis un mot au choix. Pas de souci. Qu'est-ce que vous aurez choisi, vous, à la place de Wilfried? Non, parce qu'il y a tellement de mots qui me viennent à la tête. Je sais. J'essaie de structurer ça moi-même, en fait. Il faut un mot qui va les pousser à l'action, en fait. Mais puis, c'est un mot, c'est pas une phrase. Donc. Non, mais ce qui revient, c'est talent. Voilà. Talent, tu peux pas laisser. Bah oui, tu peux pas laisser. Le socle de tellement de choses. C'est talent. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce qu'on a des idées pour développer plus de contenu sur ce sujet-là. Voilà. Spécifiquement. Sur les jobs. Parce que voilà, on fait des podcasts depuis 2 ans maintenant et au final, l'élément, le facteur différenciant, ça reste l'être humain. Ça reste l'être humain. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir édifiés. Vas-y. D'avoir cité aussi tes contemporains, c'est très important. Oui, les a cités. Mais je pense que c'est un signe de tous les gens qui, justement, savent reconnaître la place du réseau, de l'expérience. Ils redonnent leurs fleurs aux gens. C'est ça. 70-20-10. All right. Allez, les merci amis, à tous. Abonnez-vous. Merci à tous. Et, ciao. Voilà. Ciao, ciao. Bientôt. OK.